Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 169 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, preview de la conférence Est. Alors, comment ça va ? Comment allez-vous ? J'espère plutôt bien, surtout que ça y est là, on y est, on y arrive. La reprise de la NBA, c'est dans 2 jours à peine. 2 jours, 3 jours, je sais plus, je suis un peu perdu, je sais juste que on n'aura pas le temps de finir la syllabe avant le début de saison, mais ce n'est pas grave. Donc, on fait une pause sur notre fin de top 100 de joueurs NBA de 2023 pour donc enchaîner avec nos previews. Et c'est vrai que, personnellement, les previews, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. D'ailleurs, ça se voit hein, sur le Basket Lab, on passe tout l'été, toute l'intersaison à parler et à faire un bilan de la saison d'avant. Hein. Si je pouvais, je continuerais. Je suis plutôt fan de parler de ce qui s'est passé plutôt que d'essayer de deviner ce qui va se passer. Ou pour moi, c'est un peu beaucoup de théories, beaucoup de SI et beaucoup de théories parfois dans le sens imagination, peut-être. Un peu trop abstrait, j'ai envie de dire. Je préfère toujours parler de ce qui s'est passé plutôt que de deviner ce qui va se passer. Mais, on va pas se mentir, il y a aussi un côté fun hein, dans ces previews, justement. Mais c'est vrai que, donc, le format que j'aime bien, et donc c'est la 2e saison que nous faisons ça, nous l'avons déjà fait en 2022, le format que j'aime bien faire pour les previews, c'est donc de ne pas essayer de faire une projection, de ne pas essayer de deviner ce qui va se passer, de ne pas dire « ça va se passer comme ça, moi je vois ça », mais au contraire, plutôt que de jouer à Madame Irma, je trouve ça intéressant plutôt d'essayer de déterminer ce que j'appelle un peu un champ des possibles. Pour moi, c'est un peu plus intéressant, pour le coup. C'est-à-dire non pas deviner précisément quel scénario va se dérouler, puisque vous savez qu'en plus, il se passe tellement de choses dans une saison NBA entre les blessures, l'extra-sportif, les trades, etc. Donc plutôt que d'essayer de deviner quel scénario on va avoir, j'aime bien plutôt essayer de dépeindre les scénarios possibles. Donc c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on avait fait déjà la saison dernière. Aujourd'hui, nos previews, ça va être de dire quel va être le scénario le plus pessimiste et quel va être le scénario le plus optimiste. Et surtout, donc pour arriver à cette fin-là, pour chaque équipe, on va essayer de déterminer quel est le facteur primordial pour l'équipe. Quel est un peu ce que j'appelle le point de bascule, qui est donc le facteur qui peut, selon si ça tourne bien ou mal, faire pencher la saison de l'équipe en question vers justement le scénario le mieux possible, ou alors au contraire, si ce point de bascule s'avère effectivement ne pas marcher, faire basculer l'équipe vers le scénario le plus pessimiste. Donc voilà. Le format est très simple. Pour chaque équipe, le point de bascule, qu'est-ce qui peut faire basculer la saison d'un côté ou de l'autre pour l'équipe, quel est le facteur important sur lequel la saison peut se jouer, et donc, ensuite, à travers ça, essayer de décrire quels sont un peu, de manière réaliste et sans imaginer la blessure de la star ou sans imaginer un truc qui sort de nulle part, mais essayer d'imaginer de manière réaliste quel est un peu le spectre de possibilités pour l'équipe en question. Voilà pour le format. Point de bascule et éventail de possibilités très simplement. Et donc, aujourd'hui, pour faire cette preview de la conférence Est, nous commençons avec l'Est, se joint à nous un habitué, quelqu'un que vous connaissez puisque c'est Amine. Amine Biggie Sauce sur Twitter et surtout Amine de Dunk Hebdo, que vous connaissez probablement, qui donc nous rejoint pour cet exercice. Lui, le fan des Sixers, donc vous imaginez qu'il a eu pas mal de choses à dire sur l'Est et surtout sur Philadelphie. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, preview 2024 de la conférence Est. Bienvenue dans le Basket Lab.
donc, on se retrouve pour notre format de preview avec aujourd'hui la conférence Est. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous connaissez, qui est un habitué maintenant. On reçoit Amine. Comment vas-tu, Amine ? Ça va très bien, très content de faire les previews aujourd'hui au Basket Lab. La conférence Est, donc l'antichambre de la NBA finalement, mais quand même moi je suis très East Coast, donc je suis très content de faire cette preview. C'est vrai que je sais pas trop pourquoi la conférence S a toujours cette image de c'est la conférence moins forte. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est depuis toujours, tu sais. Peut-être que c'est un peu parce que c'est le cas aussi. J'ai l'impression. C'est vrai. Tout à fait. Après, quelles sont les raisons ? Facteurs multiples peut-être. Ouais, sûrement. Bon, Amine, oui, je disais, commence à être un habitué tout de même. Amine de Dunk Hebdo, que vous connaissez très bien. Amine de fan des Sixers, ça va là en ce moment, Amine ? Très bien. On va en parler, mais comment ça se passe en ce moment avec Harden ? Très bien. Bon, on a un roster, on sait pas à quoi il ressemblera d'ici la fin de saison, donc parfait. Hein, on arrive à se projeter facilement. Mais vous avez un trophée de plus depuis l'an dernier. Oui, vous fait qui comptait, celui du MVP. C'est le trophée que tous les fans des Sixers voulaient, hein, clairement. Non, en plus, c'est pas vrai, parce qu'on t'avait reçu sur les stats le stade de la saison de Philly, et tu nous disais précisément, bah non, moi, je préfère ne pas avoir le MVP et avoir le titre NBA, évidemment. Bah oui, donc voilà. On y croyait encore à ce moment-là. Oui, effectivement. Donc, alors, oui, pardon, je précise au moment où on enregistre, James Harden est toujours aux Sixers. Hein, voilà. Oui. Il est pas aux Clippers. S'il est aux Clippers ou s'il bouge, on fera un épisode urgence, vous vous en doutez. Mais actuellement, non. Bon, de toute façon, on va en parler. Hein, on va en parler aujourd'hui dans ce format justement de preview. Mais donc, oui, Amine aussi de Dunk Hebdo, surtout. Amine de Dunk Hebdo. Il y a le DH20 qui s'est fini il y a quelques temps maintenant, qui a été un gros succès cette année en plein de formats, 8 épisodes, gros format. Et surtout maintenant, ça enchaîne avec le format des previews. Ouais, il y a les previews qui ont commencé. Et en gros, cette année, on fait 3 gros épisodes avec 10 équipes. L'originalité un petit peu, c'est qu'on n'a pas voulu séparer par branche, c'est-à-dire par les équipes mauvaises ensemble, tout ça. En fait, on a pris le ranking d'ESPN et puis on a mélangé un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on a plusieurs équipes du bas de classement, plusieurs équipes de milieu de classement et plusieurs équipes de haut de classement dans la même preview. Et donc, il y en aura 3. Je sais pas combien sont sortis au moment où cet épisode sort, mais en tout cas, voilà, c'est les previews. Oui, donc des épisodes où vous arrivez à mélanger par exemple Boston et San Antonio ou des trucs comme ça. Ou Charlotte. Okay. Ouais, voilà. Ou Charlotte, ouais, oui, effectivement. Oui, alors ça c'est un peu le marronnier aussi, tu sais. Alors les previews c'est le marronnier de début de saison, mais trouver un format de preview c'est tout autant un marronnier que le fait de faire des previews. Clairement. Surtout que tout a déjà été fait, donc c'est vraiment pas facile, ouais. Et nous, on se repose sur une seule question. On essaye de poser une question par franchise. C'est un peu, soit ça pour le coup, c'est le concept qu'on avait l'année dernière. Essayer de se concentrer que là-dessus, parce que faire des longues previews pour parler de toutes les équipes, il y en a déjà plein des très bien, notamment chez QI Basket qui font ça très bien à l'écrit et en live Twitch. Donc, nous, on se concentre sur des points précis. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans ce marronnier, le Basket Lab y est aussi. et donc, tu as accepté cette invitation pour donc le programme du jour, qui est donc une preview de la conférence Est. Et c'est vrai que plutôt que d'essayer de vouloir deviner quel va être exactement le nombre de victoires d'une équipe ou comment l'équipe va se comporter, plutôt que faire une prédiction comme ça, je me suis dit on va essayer de faire un point de bascule. On va essayer de déterminer quel est le point de bascule pour chaque équipe. Et donc aujourd'hui, conférence Est, et donc c'est-à-dire quel est le critère, quel est l'aspect sur lequel la saison peut tourner, à la fois dans le positif comme dans le négatif, hein, d'ailleurs. Ça peut être un point de bascule qui bascule vers le positif ou vers le négatif, mais donc en gros faire ressortir le gros facteur, le facteur X d'une saison, et puis aussi dans un deuxième temps du coup essayer de déterminer l'éventail des possibles, et donc se dire bon ben à partir de cette variance par rapport au point de bascule, quel peut être le scénario pessimiste et le scénario optimiste de chaque équipe, en restant bien sûr réaliste. Hein. J'espère que tu vas pas nous faire comme N5 l'an dernier, qui pour toutes les équipes nous a dit premier tour minimum et maximum finale NBA. Non, je pense que ça va. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui normalement ne devraient pas voir le premier tour, et on va le dire justement. Tout à fait, je suis d'accord. Eh bien, si t'es prêt, on peut commencer alors. On peut commencer. Ouais. Attaquons au point de bascule. Donc, on va essayer de faire les 15 équipes de l'Est aujourd'hui. Tiens, commençons. On va y aller un peu par ordre croissant, grosso modo. Mais est-ce que pour toi,
tu as des vraies équipes de tanking cette année dans la conférence Est, parce que c'est vrai que l'an dernier, on en avait eu 3 ou 4, je crois. On avait Indiana, Orlando, Détroit et Charlotte. Je crois aussi qu'on était passé un peu vite parce que c'était à peu près sûr qu'elles allaient tanker. Est-ce que pour toi, tu as des équipes un peu comme ça où tu te dis, bon, finalement, il y aura pas trop de compétitivité? En fait, c'est un peu compliqué cette année parce que les intentions des équipes sont pas forcément toutes très claires. Ouais. Moi, je vois quand même, je pense que vu ce qui a été enclenché cet été, et malgré une qualité d'effectif qui n'a pas à rougir avec certaines justement du bas de classement, je pense que Washington est parti pour faire une mauvaise saison, peu importe si ça se passe bien ou pas. C'est un peu comme le Utah de l'année dernière. C'est même si ça clique, je pense pas que l'objectif c'est de gagner des matchs cette année pour les Wizards. Ouais, tu veux dire, même si ça clique, on fera en sorte que ça clique pas sur la deuxième partie de saison, alors. Je pense, ouais. Je pense oui. que c'est le projet. Ok, bon, on peut aller sur Washington, alors. Quoique, bah, du coup, non, ça veut dire qu'il y a pas trop à dire. Moi, j'avais quand même un point qui était, parce que je sais pas si t'en as un, du coup, toi, de point de bascule sur les Wizards, si tu dis que ouais, j'avais pensé un peu à la défense intérieure. Alors moi, je suis content, je suis un peu dans la même team que toi. J'aime beaucoup Daniel Gafford. Ouais. Néanmoins, je trouve que c'est un peu léger. Il y a juste Gafford derrière Muscala et faire toute la saison, sachant que Gafford a pas eu beaucoup de saisons avec beaucoup de minutes. En fait, je suis un peu curieux de voir si ça clique cette défense intérieure, ça peut être une meilleure équipe justement. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué, je trouve. Ça manque de profondeur plus que de talent finalement. Oui, je suis d'accord. Et comme tu dis, surtout, même si ça clique, vu qu'on est on repart sur l'année 0 du cycle de reconstruction, j'ai l'impression que de toute façon, vers la fin de saison, on s'arrangera pour faire que ça perde. Après, c'est vrai que tu vois, si on regarde un peu, il y a quand même 2-3 bons éléments dans cette équipe. Je pense à Tyus Jones, je pense à Gafford aussi qui peut être un des facteurs X. Alors je sais pas, je dis pas qu'il va exploser, mais pour moi c'est comme tu dis aussi un des points de bascule justement. Est-ce qu'il peut s'affirmer comme un vrai titulaire, un bon titulaire défensif NBA ou pas justement? Moi j'aime bien aussi Deni Avdija. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais entre Avdija et Koulibaly, le rookie français bien sûr, il y a aussi de quoi faire 2-3 trucs défensivement autour de Gafford même. Oui, clairement. Et puis tu l'as pas cité parce que je pense que t'as pas envie de le citer en premier. Puis Jordan Poole qui va pouvoir avoir son propre show. Je trouve que la rotation au niveau des guards, si rien ne bouge, c'est vraiment intéressant. Comme tu as dit, Tyus Jones, Jordan Poole, derrière il y a Dylan Wright. Donc on a vraiment un niveau de guard play même un peu trop fort pour une équipe qui compte pas forcément gagner beaucoup de matchs. À l'aile, ouais, t'as parlé de Avdija. Qui ajoute en plus un côté intéressant au niveau de la création. Je pense qu'il peut y avoir une belle organisation. Après, j'ai un peu plus de réserve sur le coach Wes Unseld, est-ce qu'il est capable de créer quelque chose de vraiment intéressant. On a Kuzma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un joueur qui va mettre ses points, c'est son minimum de points quasiment tous les soirs, qui a fait des progrès en défense en plus. Donc le roster est pas déséquilibré. Maintenant, je pense que l'idée c'est de voir un peu ce qui ressort avec Jordan Poole avec beaucoup de ballons dans les mains. Est-ce qu'on peut développer Bilal Koulibaly? Ouais. Je pense que c'est plus ça l'idée des Wizards aujourd'hui que d'aller chercher un ticket pour le play-in qui serait pas forcément très intéressant. Oui, je suis d'accord. Donc toi, t'as noté en point de bascule le côté défensif notamment avec Gafford ou ce genre de profil. J'avais noté le grand test pour Jordan Poole justement. Le côté, ouais. on va le passer au révélateur. Voilà. On sait qu'il y a des compromis défensifs et donc plus tu réduis le rôle offensif, plus les compromis sont embêtants à accepter, quoi. Parce que si juste il est sur le terrain en attaque, sur du jeu sans ballon ou pas trop de responsabilité et que donc juste tu payes la défense, ça vaut pas le coup. Mais c'est vrai que si par contre il a un gros impact offensif, beaucoup de responsabilité, le compromis défensif tu l'acceptes d'autant plus. Mais là où je te rejoins, c'est que même si le test se révèle gagnant et c'est une réussite, je sais même pas à quel point est-ce qu'ils vont vouloir ou pouvoir appuyer sur l'accélérateur et tu vois, même au niveau de l'éventail des possibles, je les vois éventuellement dans un scénario vraiment très très idéal, jouer le play-in, mais comme tu dis, je sais même pas si ça va être les ambitions et je pense que je parierais même plus sur un côté Kyle Kuzma va se faire échanger à la trade deadline ou ce genre de choses en fait. Ouais, c'est aussi ça que je me disais un petit peu. Je pense que Kuzma aura une certaine cote et que l'objectif ce sera surtout de
Je pense que Washington a vécu tellement d'années un peu dans ce ventre mou à jouer la dernière place pour le playoff ou le play-in ces dernières années, que c'est pas ce qui les intéresse là et que l'objectif c'est de reconstruire. Et puis pour le coup ils ont de belles pièces pour reconstruire. C'est bien aussi d'avoir justement un Tyus Jones. C'est pas un joueur vraiment de reconstruction, mais c'est bien d'avoir un niveau de guard play comme ça pour développer justement un peu tes jeunes joueurs. Donc j'aime bien en tout cas le projet Washington qui se met en place. Après toutes ces années de ventre mou, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout, le ventre mou. Donc ça m'excite beaucoup plus. Je vais regarder les Wizards en tout cas cette année. Ah oui, moi aussi, entre Gafford et Jordan Poole, c'est l'équipe Basket Lab de l'année. Les Wizards, malheureusement, je pense que je vais plus les regarder que je ne devrais. Mais non, mais tu vois, tu parlais aussi de Tyus Jones, je pense qu'il peut aussi faire partie du recel de cette année, je pense. Deni Avdija aussi, que moi j'aime beaucoup, mais je crois qu'il est en fin de contrat, si je dis pas de bêtises, ou enfin bref, il pourrait être échangé pour ensuite que l'équipe qui l'échange ait ses droits pour le prolonger l'été prochain. Donc bref, on peut tourner la page Washington. On est d'accord sur l'éventail qui a priori ne va pas aller jusqu'au premier tour des playoffs a priori. Tu vois, moi j'avais comme seule équipe de à peu près sûre qui est un peu en mode tanking ou en mode pas très compétitif. J'avais Charlotte, moi. Qu'est-ce que t'en penses de Charlotte? C'est intéressant. Moi j'ai l'impression que eux ne veulent pas tanker. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais je suis d'accord avec toi pour le coup. Je pense que ça va être difficile de faire. J'ai peu d'espoir avec cette équipe. Néanmoins, et là on arrive à mon point de bascule justement. Ouais. Mon point de bascule, justement, c'est Steve Clifford. Parce qu'avec Steve Clifford, c'est difficile d'être nul aussi. C'est-à-dire, c'est pas un coach extraordinaire non plus, mais c'est un coach qui t'apporte systématiquement un plancher, notamment au niveau défensif. Moi j'avais justement cette idée que Steve Clifford apporterait suffisamment de plancher à cette équipe pour qu'elle ne soit pas tout en bas. Maintenant, je les vois difficilement aussi faire beaucoup mieux. L'autre point de bascule, c'est peut-être qu'il y arrête d'y avoir des dramas dans cette franchise à un moment donné, parce que je pense que ça aide pas à travailler oui. Correctement. Et puis Lamelo, hein, forcément, j'ai pensé aussi à Lamelo parce que à la fois sur sa présence, parce qu'il a été beaucoup blessé la saison dernière, mais aussi sur, à un moment donné, passer un certain step. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Son passing est extraordinaire. C'est un des plus beaux passeurs de la ligue. Néanmoins, il va falloir commencer à aller vraiment un peu plus au cercle, parce que ça rend son jeu, je trouve, et limiter aussi ses turnovers, parce que ça rend son jeu un peu trop stéréotypé, et du coup, sa folie, justement, perd en qualité, quoi. Je suis d'accord. J'avais même pas de point de bascule, moi, pour moi, parce que je vois pas l'éventail aller au-delà enfin, je les vois pas aller jusqu'au play-in, en fait. Vraiment, pour moi, on est dans une année on va développer les jeunes, mais j'arrive même pas à imaginer un scénario, ou alors peut-être si, mais il faudrait genre que Lamelo sort une saison incroyable, qui ait 2-3 trades qui font du bien, et là, oui, on a peut-être une équipe compétitive, mais j'y crois pas trop, quoi. Donc je les mettais un peu de côté, et je pense qu'on va être plutôt en mode allez, on a Brandon Miller qu'on va développer, on va prendre le temps. Comment il s'appelle, le pivot Mark Williams aussi, ou des projets comme ça. Relancer la Lamelo Ball, ça peut être aussi le point de bascule, c'est la santé de la Lamelo Ball aussi, parce que ça compte aussi. Mais ok, on passe pas trop de temps à l'heure sur Charlotte parce qu'on a quand même 15 équipes à faire en tout. Ouais. Est-ce que Détroit, quel est ton point de bascule pour les Détroit Pistons alors? Alors pour moi, il est très simple pour le coup, le point de bascule. Il s'appelle Cade Cunningham. J'ai réécouté vos previews de l'année dernière. Je crois que c'était le même point de bascule. Mais ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué parce que, disons je pense que l'année dernière, quand on disait Cade Cunningham, est-ce qu'il va jouer? Finalement, il n'a pas beaucoup joué l'année dernière. Mais aussi, je pense à est-ce qu'il va jouer au niveau auquel on l'a vu lorsqu'il a été drafté? Parce que ça commence à faire beaucoup. On parle beaucoup de Zion, des absences depuis qu'il a été drafté, mais Cade, on commence à en être pas loin, que ce soit au niveau des absences, mais aussi il n'a pas été si dominant que ça, contrairement à Zion lorsqu'il a été sur le terrain. Alors, faut dire aussi que Détroit, il n'était pas aidé parce que c'était un peu une bouillie, je trouve, avec Dwayne Casey. Et là, donc il y a l'arrivée de Monty Williams, il y a l'arrivée un peu de plus de propreté possible. En tout cas, il y a Monte Morris qui arrive pour seconder justement au niveau du poste de meneur. Il y a Joe Harris qui va apporter du shooting. La draft de Ozar Thompson qui donne un peu d'espoir au poste d'ailier. Mais ces
l'année dernière, le tall ball avec tous ces grands qui jouaient tout le temps du côté de Détroit, je trouve que c'était assez horrible. Et puis il y avait Cade qui était pas là, donc moi je fais partie des gens qui croient encore en Cade Cunningham. C'est un des rares joueurs que j'ai beaucoup regardé en NCAA, et ce que j'ai vu en NCAA me faisait croire vraiment un joueur très très intéressant, un alpha. Et j'espère qu'on pourra le voir enfin cette année et que du coup Détroit sera c'est un point de bascule qui t'amène justement au maximum au play-in. On n'est pas non plus sur, je trouve pas qu'on est sur une équipe qui a step up énormément. Ouais. Donc voilà. Non, mais c'était ma question justement. C'était, tu t'imagines un scénario très optimiste, par exemple, où Cade Cunningham fait une grosse saison et l'effectif est assez cohérent pour aller jusqu'au play-in, éventuellement dans un très très bon scénario où ça sera quand même limité. Je les vois, j'ai du mal à y croire, pour tout te dire. Ouais. Mais dans le cas vraiment, donc là, on parle du cas où Cade sort vraiment sa première grande saison en NBA et que ça clique justement, comme on a dit, avec par exemple un Ozar Thompson qui est tout de suite, j'ai pas du tout scouté, mais de ce qu'on dit, c'est déjà un très bon défenseur et des deux jumeaux, c'est celui qui shoot le mieux, donc pourquoi pas, peut-être au poste d'ailier qui apporte tout de suite. Et puis Duren qui continue de progresser, tout ça, peut-être un play-in, mais tu sais pas 7-8, plutôt 9-10 play-in. Et puis ouais. le play-in et puis s'en va, tu vois. Oui, et puis le play-in parce que genre à la fin Chicago jette l'éponge et tank un peu comme Dallas l'an dernier, quoi. C'est ça, ce genre de situation plus qu'autre chose. Ouais, oui, d'accord. Alors oui, pour rappeler aussi, Cade Cunningham, premier choix de la draft 2021. Attendu donc très très fort avec ce côté porteur de balle, proactif et manipulateur de défense, etc. Côté go-to guy avec en plus une très bonne taille pour son poste. 64 matchs en 2022 et à peine 12 l'an dernier. Il s'est blessé très tôt dans la saison, donc c'est vrai. C'est là où effectivement je te rejoins sur le côté espoir sur son profil. C'est que en fait on a vu que la saison rookie de Cunningham et on a vu 12 matchs l'an passé que moi j'ai très fortement apprécié. D'ailleurs il y a quelques matchs que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Face à Milwaukee notamment, j'ai de très bons souvenirs, mais bon, l'efficacité n'était toujours pas là. On attend toujours plus de choses. Après, il n'a que 22 ans, sa saison rookie très très inefficace, mais comme la majorité des jeunes porteurs de balles NBA, qui ne s'appellent pas Tyrese Haliburton ou Kyrie Irving, mais à part ça, tout le monde galère en efficacité. Donc, je pense qu'on est encore dans la zone où c'est pas du tout inquiétant. Et alors c'était mon point de bascule aussi, on se rejoint. J'en avais un autre, c'était la défense et slash Monty Williams sur le côté peut-être cohérence d'équipe et viabilité. Ouais. Parce que en effet l'an dernier on avait un côté c'était la débandade, quoi. C'était une équipe très jeune, il y avait pas d'ambition, on récupérait des projets et ce qu'on est censé faire en tant qu'équipe de tanking, hein. Quand t'as pas d'ambition, tu peux tester des trucs, tu peux récupérer des talents, etc. Je me demande à quel point Monty Williams peut pas arriver et refaire un peu ce qu'il a fait à Phoenix, c'est-à-dire apporter une certaine cohérence déjà et un niveau défensif. Parce que Phoenix, faut se souvenir qu'il était arrivé avant Chris Paul et déjà sur la saison 2020, avant le Covid et donc même après, pendant la bulle, on a vu que ça défendait mieux, on a vu que l'équipe était cohérente malgré le fait que c'était une équipe de jeunes. Je me demande à quel point est-ce que ça peut pas, si ça fonctionne, si Monty Williams arrive et remet de la compétence de suite. En plus t'as parlé du jumeau Thompson dont j'ai pas le prénom mais qui apparemment est défensif, ou ce genre de profil, effectivement ça peut peut-être être une équipe un peu plus viable. Donc il y a peut-être un point pour moi c'est un des points de bascule entre Cade Cunningham et ce côté compétence défense Monty Williams qui fait qu'on a, comme tu dis, un potentiel maximum où effectivement ça peut gratter idéalement une place en play-in, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. C'était mon deuxième point de bascule, c'était Monty Williams. Ouais. Monty Williams, il a ses défauts, mais néanmoins c'est un coach qui met comme tu l'as dit, qui met de la cohérence. Effectivement, à Phoenix, c'était l'année avec Rubio avant l'arrivée de Chris Paul, où ça avait déjà commencé à être intéressant. Il y a vu cette bulle fantastique d'ailleurs. Et oui, Monty avec quand même, c'est-à-dire que non seulement il y a Monty, mais en plus il y a des profils un peu plus cohérents, ce qui me fait croire qu'aussi à Détroit, parce qu'en fait Détroit ne cherchait pas à gagner non plus jusqu'à maintenant, c'était évident. Détroit cherchait à Victor. C'est ça. Et disons que quand tu vas récupérer Monte Morris par exemple pour un peu doubler au niveau du poste de meneur, contrairement à une époque où tu comptais sur Killian Hayes ou Corey Joseph, ça montre que tu cherches un peu plus de propreté et donc à gagner un peu plus de matchs en tout cas. Ouais. Pareil pour aller chercher, bon après Joe Harris a ses défauts, mais dans ses bons moments c'est un
elite shooter. Donc c'est des choses qui manquaient à Détroit. J'ai l'impression qu'on a envie de pas être aussi mauvais qu'on l'a été jusqu'à maintenant du côté de Détroit. Donc ça me fait croire qu'avec Monty qui remet de la cohérence et tout, si Cade n'est pas blessé, parce que sinon j'ai quand même mes réserves, je pense que vraiment c'est le point de bascule principal, ça sera quand même Cade Cunningham en bonne santé. Oui, je suis d'accord. Même si on a un effectif cohérent avec Joe Harris, Bogdanovic, la défense de Thompson, Duren qui progresse, s'il n'y a pas tout de même ton créateur principal à haut niveau qui est là, ça compte pas, quoi. Donc je te rejoins. Point principal de bascule, Cade Cunningham, et on y croit, on espère en tout cas. On vous le souhaite. Winston, on t'embrasse. Ok, bien on peut avancer. Tiens, un cas intéressant, très intéressant, je sais pas trop quoi penser d'eux. Les Indiana Pacers. Quel est ton point de bascule pour les Indiana Pacers? Je m'en doutais qu'on allait passer aux Pacers. Bah, je me pose la même question qu'avec, en fait, la question inverse un peu de Charlotte, c'est, est-ce ils veulent gagner des matchs? Ouais. Je suis pas sûr qu'on en est déjà là du côté d'Indiana. Donc, c'est une des grandes questions. Il y a un effectif cohérent qui peut, selon moi, se battre pour le play-in. Ça veut pas dire aller en play-in, mais en tout cas, il peut se battre pour le play-in sans problème, déjà quand t'as Tyrese Haliburton. Mais disons que le recrutement de Bruce Brown me fait croire qu'on commence à vouloir gagner des matchs, même si c'est un recrutement d'opportunité, sachant que sa deuxième année elle est en option, donc ça veut dire qu'on le tente sur cette saison pour voir un petit peu si on peut construire avec lui plus tard. Il y a eu la draft de Jarras Walker qui est censé être pour le coup moi je le connais pas, mais qui est censé être un ailier fort qui serait très complémentaire de Miles Turner. Donc il y a de l'idée un petit peu qui fait croire que ça veut gagner un peu, mais je pense que le projet est un peu encore tôt. Et surtout moi du coup mon point de bascule aussi, et ça va rejoindre Cade, je suis désolé, on parle beaucoup de joueurs, mais c'est Haliburton en santé. C'est-à-dire que si demain Tyrese Haliburton n'est pas en santé, cette équipe elle joue le tout bas du classement. Mais c'est tellement un élévateur de plancher que quand il est là, je pense vraiment que ça peut jouer le play-in sans problème. Ok. Donc au niveau de l'éventail, toi tu vas jusqu'à entre le minimum, pas de play-off évidemment, et maximum tu serais prêt à aller jusqu'au play-in alors. Oui, je pense okay. que ça peut aller au play-in, sachant qu'il y a un bon backup à Haliburton en plus derrière. Donc en fait, les 48 minutes peuvent être bonnes du côté de Indiana. Il y a une bonne profondeur pour une équipe comme ça, avec Ben Mathurin, avec Buddy Hield, avec le rookie Jarras Walker, avec pas mal d'intérieur aussi. Miles Turner. Ouais, Miles Turner. Il y a une belle profondeur et tout. Donc si ça clique, il y a un bon coach aussi. Donc s'ils ont envie vraiment de gagner, je pense que c'est une équipe qui peut se battre pour le play-in. Ouais. Oui, on rappelle que c'est une équipe qui aurait été hyper fun avec Victor Wembanyama. Ouais. Mais bon, les Spurs ont mis plus d'argent pour acheter le premier pick. Donc, on n'aura pas le duo Wembanyama-Haliburton. Malheureusement, c'est une des grandes tristesses de NBA, juste derrière le fait de pas avoir une raquette Sengun Wembanyama. Mais je me perds. Pardon, excuse-moi Amine. Mais pour les Pacers, c'est vrai que je pense qu'il y avait un peu je dis ça à moitié en rigolant, il y avait un peu ce tanking l'an dernier, et précisément j'ai mis moi aussi en point de bascule les velléités de la franchise. Quelles sont les ambitions? Parce que d'un côté on a quand même j'allais dire le mot anglais, un nucléus, pardon, un noyau de jeunes joueurs assez intéressant et qui, je pense, peut valoir le coup de développer. Au-delà d'Haliburton qui est déjà bien confirmé, mais on a pas mal de jeunes. Hein. Ils ont récupéré Nawara, ils ont les rookies, comment il s'appelle, Jarras Walker, comme tu disais. On a toujours Nesmith, on a toujours Nembhard. Voilà, ils ont récupéré aussi Obi Toppin. Voilà, il y a beaucoup de jeunesse. Jalen Smith aussi, bien sûr, qu'ils avaient récupéré il y a 2 ans maintenant, je crois. Ouais. Donc il y a de quoi faire. Et d'un côté, avec toute cette jeunesse et à développer, Isaiah Jackson aussi, que j'ai pas cité. Et de l'autre côté, il y a aussi des gens comme Miles Turner, comme Buddy Hield. Là, ils viennent de signer Bruce Brown. Je sais pas quoi faire de tout ça, au final. Parce que et en fait, le point de bascule, pourquoi j'ai mis les velléités de la franchise, parce que, en conséquence, j'ai aussi un peu envie de dire les trades, en fait. Parce que c'est pas impossible que Buddy Hield soit échangé contre des trucs, que peut-être Miles Turner soit échangé contre des trucs, et même Bruce Brown, je me demande à quel point on n'est pas
potentiellement sur un contrat à la George Hill, tu sais, où il était parti signer à Sacramento juste pour prendre un gros chèque parce que Sacramento pouvait l'offrir, et avec derrière l'ambition le fait de se faire échanger, et c'est ce qui a été. Je me demande à quel point il n'y a pas ce côté-là aussi avec Indiana et Bruce Brown. Peut-être que non, peut-être qu'ils vont essayer d'être compétitifs, mais tu vois, sur ce côté point de bascule d'un côté ou de l'autre, pour moi, ça peut changer du tout au tout si, en effet, les Pacers sont vendeurs sur des Buddy Hield ou des joueurs comme ça, ou alors non, ou Daniel Theis aussi, qui peut être, il peut avoir beaucoup de valeur sur Daniel Theis. Ils peuvent aussi vendre TJ McConnell pas mal à une équipe compétitive. Donc je sais pas, ils peuvent totalement vendre ces joueurs-là, tout comme les garder et être tout de même relativement compétitifs. Donc je te rejoins sur le flou en fait. Ouais, moi je te pose une question. Est-ce que leur problème c'est pas qu'Haliburton est un peu trop fort pour le momentum dans lequel ils sont actuellement, finalement? C'est pas faux, et c'est ce qu'on se dit avec SGA il y a quelques années déjà. Ouais. Tu sais. C'est ça, c'est le problème, c'est-à-dire que tu peux pas être pas bon avec Haliburton, et du coup t'es obligé de commencer à construire quelque chose, parce que tu seras pas nul de toute manière, quoi qu'il arrive, sauf s'il est blessé toute l'année. Donc t'es presque obligé, et du coup c'est ça qui fait que même eux, je suis pas sûr qu'ils savent là aujourd'hui ce qu'ils jouent vraiment, quoi. Oui, tout à fait. Alors que je vois que Indiana respecte les traditions, puisqu'ils ont un rookie dans l'effectif qui a déjà quasiment 24 ans. Voilà, c'est Oscar Chieboué, qui vient du Congo. Voilà, de République démocratique du Congo. Voilà, c'est la tradition aux Pacers. Hein. Tu sais, il y avait Nembhard aussi, qui doit être assez vieux. Il y avait Chris Duarte, qui avait déjà 32 ans quand il se fait danser dans la loterie. Non, mais on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord, et je te rejoins sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, tu vois, l'analogie avec LGA, c'est que pendant 2-3 ans, il a eu des saisons un peu tronquées à la fin, où c'était un peu des blessures diplomatiques pour tanker à la fin, parce qu'effectivement, quand t'as déjà ce calibre de joueur qui est All-Star ou limite All-Star, c'est difficile de tanker complètement. Mais pour parler d'éventail, effectivement, j'arrive aussi à avoir un monde idéal où en fait on garde tout le monde, on garde Buddy Hield, on garde Miles Turner, on garde Bruce Brown évidemment, Obi Toppin ça marche, Mathurin ça marche aussi, Daniel Theis et McConnell sortent du banc pour faire des bonnes choses. Voilà, t'as aussi un monde où c'est une équipe non pas géniale, mais relativement assez compétitive pour éventail et scénario maximum aller en play-in. Ça, j'arrive à le voir aussi. Ouais. Bah, on est d'accord. Ouais. C'est s'ils en ont vraiment envie, en fait, je les vois assez facilement se battre pour le play-in, en tout cas. Donc tu disais c'est que 2 ans le contrat de Bruce Brown, hein, c'est ça? C'est 2 ans, et c'est même 1 an, 1 plus 1, avec une team option sur la deuxième. Donc tout le monde avait été choqué par le salaire, mais en fait c'est presque 1 an de contrat à $22 millions, quoi. Ouais. Et est-ce que la team option n'est pas justement là pour un trade? Je ne sais pas. C'est possible. On verra. C'est possible. On verra. Ok, on peut avancer. Vers qui on peut aller? Ah tiens, une autre équipe qui était fond de tableau l'an dernier. Orlando. Moi il me semble que l'ambition d'Orlando a peut-être évolué par rapport à l'an dernier, on va en parler. Quel est donc ton point de bascule pour Orlando Magic 2024, déjà 24? Alors j'ai l'impression effectivement que du côté d'Orlando, ils sont un peu plus motivés à l'idée de gagner des matchs. Maintenant, moi j'ai quand même encore beaucoup d'interrogations, et mon point de bascule il va être assez facile. Je l'ai trouvé assez facilement. C'est le guard play du côté de Orlando. C'est-à-dire déjà Markelle Fultz, j'adore ce joueur, et je suis triste de qu'il n'ait pas pu s'accomplir comme il aurait pu, mais on sort d'une des premières saisons. Amine fan des Sixers, hein. On sort d'une de ses premières saisons un peu complète après qu'il soit revenu de blessure, et il a été bon. Mais disons que j'ai l'impression que c'est le seul actuellement qui propose vraiment un guard play intéressant. En attendant justement, donc point de bascule, je dirais le guard play en se disant que Fultz, faut qu'il reste en santé déjà. Et est-ce que c'est suffisant? Mais aussi Jalen Suggs, à un moment donné, va falloir qu'on voit quelque chose de ce joueur qui a quand même été drafté top 5. Et moi j'ai des doutes. Je pense que dans une équipe comme ça, en plus qui
a des bons créateurs sur les ailes, hein, que ce soit Franz Wagner, que ce soit Banchero, que moi personnellement j'aime bien balle en main aussi, même s'il y a pour l'instant il y a beaucoup de déchets, ou même Wendell Carter qui est un bon passeur. Il y a des joueurs qui sont compétents, mais par contre ça manque d'un véritable organisateur, à part Fultz, et c'est pas non plus le très très haut niveau pour l'instant. Du coup, moi j'ai des interrogations là-dessus. Ils ont un bon coach. Ils ont des choses à faire valoir, mais moi je suis pas convaincu par leur création. Oui. Alors tu dis on attend enfin des choses de Jalen Suggs drafté top 5. On attend des choses offensivement parce que défensivement oui, c'est déjà très sympa, mais en même temps je pense que je devine ça, hein, tu dis aussi s'il a été drafté de top 5, c'est pas que pour la défense en fait. Ouais, clairement. Et puis en fait, moi, je pense qu'une équipe comme ça, c'est une équipe qui sera difficile à battre. Hein. Il y a, de toute façon, quasiment sur tous les postes, t'as des bons défenseurs. En fait, disons que le joueur le plus à cacher serait peut-être Banchero actuellement. Surtout que t'as Gary Harris aussi qui revient à un bon niveau. Ils ont drafté Anthony Black, donc peut-être que ce sera lui qui apportera un peu plus de guard play aussi. Mais moi, je pense qu'on commence à les voir un peu trop beaux parce que c'est l'équipe hipster par excellence. Beaucoup de joueurs qui sont adorés par la communauté. Mais moi, je pense qu'il est encore un peu tôt. Je pense que s'ils se battent pour le play-in cette année, c'est déjà bien. Et en fait, je trouve qu'on a un plancher, un plafond qui sont assez proches pour Orlando. Ouais. Et ça sera pas une équipe nulle, mais ça sera pas une équipe extraordinaire non plus de cette année. En quelle année tu as commencé à suivre la NBA, Amine? Oula, il y a très longtemps, mais j'ai eu des moments où j'ai beaucoup moins suivi. Mais j'ai commencé, dans mon souvenir, j'ai commencé en 93. Je suis un vieux. 93, d'accord. Ouais. Est-ce que Jonathan Isaac était déjà blessé à l'époque ou pas en 93? C'est malheureusement, hein, je viens de voir son nom dans l'effectif. J'avais oublié, mais c'est vrai que bon, année après année, blessure après blessure, ça commence à devenir un peu compliqué. Malgré le flash de All Defense quasiment qu'on a vu en 2020. Mais non, je te rejoins totalement sur moi ce que j'avais noté en point de bascule, c'est qui va être l'initiateur de l'attaque. Ouais, et je dis ça parce qu'on a pas mal de, comme tu les as énumérés, pas mal de meneurs sympathiques, mais qui pour moi ne sont pas suffisants en création offensive. Je pense à Mark Halfel, c'est cool, mais son scoring limite son rayonnement au passing aussi, parce que quand t'es pas assez dangereux toi-même au scoring, tu peux pas dicter les schémas défensifs, et donc les ouvertures, c'est quand même très limité. Cole Anthony, bon, c'est pas du tout un meneur, passeur, créateur du tout. Jalen Suggs aussi, certaines limitations pour l'instant offensivement, même si j'aime beaucoup le profil défensif, mais offensivement, il y a pas grand chose à se mettre sous la main. Qui est-ce que j'oublie? Oui, ils ont drafté Anthony Black, que je connais pas trop, mais qui est un meneur, arrière-meneur de 6-7 de haut, donc plutôt très grand, qui est plutôt dans le style porteur de balle, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Purée, il est né en 2004. Ah oui, il est très jeune. Très très jeune. Tu vois, et puis au-delà de ça, il y a aussi ils ont ramené Joe Ingles, mais Joe Ingles va pas être ton initiateur d'attaque principal, c'est plutôt un très bon secondaire tertiaire, surtout à son âge. Franz Wagner, c'est sympathique, mais pour moi c'est pas initiateur principal. Et reste Paolo Banchero, qui je pense ne le sera pas pour l'instant. Moi je pense qu'il peut le devenir, une sorte de Blake Griffin 2019, tu sais, à l'époque à Détroit, où c'était pas lui complètement, mais il y a quand même beaucoup qui tournaient autour de lui. Je pense qu'il a un peu ce profil, on en avait parlé avec Alan à l'époque quand on avait fait son profil de draft. Moi j'aime vraiment beaucoup le profil passeur de Banchero, plus que le scoring d'ailleurs, mais je sais pas à quel point est-ce qu'il peut l'être et prendre ses responsabilités dès l'an prochain. Mais du coup pour moi c'est collectivement à quel point est-ce que Orlando va être bon en création offensive en fait, parce que en plus paradoxalement Orlando était une mauvaise équipe depuis 2 ans, mais pourtant c'était déjà une défense compétente. C'est-à-dire qu'ils ont le first pick en 2022 en étant déjà quasiment au niveau de la moyenne défensive. Ils sont 17e en 2022, 17e sur 30 au rating défensif, avec Jamal Mosley qui met déjà en place de très bonnes défenses, et l'an dernier ils étaient 11e au defensive rating. Donc la défense pour moi est déjà compétente, mais la question et le point de bascule, c'est à quel point est-ce qu'ils vont arriver à rassembler à droite à gauche assez de création offensive, petit bout par petit bout, pour que l'équipe soit compétente ou pas. Parce que s'ils y arrivent pas, ça va pas faire les playoffs. S'ils y arrivent, ça peut faire un truc assez sympathique. Je sais pas toi quel était ton éventail de possibilités pour Orlando. Comme je t'ai dit, pour moi
c'est du 12, on va dire en termes de classement entre la 12e et la même 7e place. Ça peut aller jusqu'à la 7e. Mais dans une bonne saison, ça peut aller jusqu'à la 7e, mais sinon ça peut même rater le play-in, hein, en vérité. Oui. J'avoue que je me pose la question de est-ce que je les mets automatiquement dans le play-in ou est-ce qu'on peut encore les mettre dans ils vont louper le play-in même. J'ai hésité, je crois que je les ai mis en dehors, mais tu vois, je me pose la question de, pour moi c'est quasiment sûr qu'ils seront minimum play-in, et effectivement maximum si on va dire Markel Fultz, Anthony Black, Franz Wagner passe un step-up, Paolo Banchero passe un step-up au passing, oui on a peut-être une équipe qui fait un premier tour de playoff, ce qui serait déjà extrêmement bien pour une équipe aussi jeune. C'est un peu le scénario optimiste, on va dire. Ok, tu me dis, si t'as d'autres choses à rajouter sur Orlando. Sinon, non, ça me paraît. On avance. Ouais. Ah tiens, enfin, j'ai l'impression qu'il y a que des cas intéressants, mais Brooklyn, qu'est-ce qu'on fait avec Brooklyn, Amine? Quel est ton point de bascule pour la saison des Brooklyn Nets? Très intéressant, parce que je pense que il y a une enflammade du côté de Brooklyn avec tout ce qui s'est passé en fin de saison, les trades et compagnie. Et du coup, il y a des gens qui ont tendance à croire que c'était une équipe de play-off parce qu'ils étaient en play-off. Moi, je pense que c'était pas une équipe de play-off, l'équipe qu'on a vue en fin de saison, justement, l'équipe qui a été assemblée récemment, et que c'était une équipe qui devait se battre pour le play-in. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs, de toute façon, le bilan à partir du moment où KD et Kyrie sont tradés, c'est grosso modo, je me rappelle plus très bien, mais on avait regardé à l'époque, c'était une équipe qui terminait 11e ou 12e sur cette phase-là. Alors j'ai les chiffres là, je peux les donner vite fait, j'avais noté, ouais. Ils ont, après la trade deadline, ils ont effectivement un net rating négatif, donc un différentiel attaque défense négatif, moins 1,6 points par 100 possessions, 22e de NBA, donc effectivement, même en dehors du top 20 des équipes de NBA en termes de production dans le jeu, 23e attaque et 15e défaite, donc oui, après la trade deadline, c'était pas forcément une équipe, entre guillemets, de playoff. Et du coup, cette équipe, elle a pas beaucoup changé. Il y a eu quelques arrivées. Il y a eu Dennis Smith qui se refait une santé. Il y a Lonnie Walker. Il y a quelques petites arrivées comme ça. Il y a Ben Simmons. Est-ce que Ben Simmons va enfin revenir? Moi, mon point de bascule, il est un peu compliqué à trouver, mais c'est là, je suis autant j'étais un peu embêté par le playmaking du côté d'Orlando, mais là, je suis très embêté par le playmaking, justement, la création du côté de Brooklyn. Oui. Si c'est Spencer Dinwiddie le créateur principal, pour moi c'est pas possible. Pour moi, justement, Brooklyn se bat pour le play-in au mieux, quoi. Parce que même si tu as toute cette armée d'ailiers très intéressants, pour la plupart, c'est-à-dire avec en imaginant un petit peu Michael Bridges en go-to-guy, même si je pense que c'est pas le go-to-guy d'une grosse équipe. Cam Johnson à côté, Finney Smith, Royce O'Neal, il y a vraiment beaucoup de joueurs très intéressants à mettre dans un 5 NBA, mais n'empêche que t'as pas de créateur. Alors, est-ce que Ben Simmons peut être ce créateur? Pour moi, même si Ben Simmons revient à un très bon niveau, ça ne résout pas le problème, parce que j'ai du mal à imaginer un 5 majeur en 2023 en NBA où il y a Ben Simmons et Nick Claxton. Pour moi, c'est pas possible, parce que si on se fait trop cibler, il suffit de les envoyer au lancer tous les deux, l'un ou l'autre, par exemple. Pour moi, c'est trop compliqué. Ah, toi, c'est même pas pour le spacing, c'est aussi pour le côté Hack-Shack, en fait. Bah, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que déjà, t'as un spacing qui est très compliqué, mais en plus, si vraiment ça roule quand même, parce qu'autour ça fonctionne, tu les envoies au lancer les deux. C'est parmi les pires en NBA, même si c'est pas faux. Même si on sait plus trop où en est Ben Simmons, on imagine que c'est pas non plus progressé pendant cette période. Du coup, moi je suis un peu, je vois qu'il y a pas mal d'excitation autour de cette équipe. Il y a les pros Cam Thomas aussi qui imagine très important, mais c'est un scoreur qui pour l'instant est négatif pour son équipe. Un très bon scoreur, mais pour l'instant c'est pas un joueur vraiment titulaire en NBA. Donc tout ça me rend plutôt dubitatif sur Brooklyn. Pour moi, le point de bascule, ça serait éventuellement justement Ben Simmons, parce que mine de rien, ça va tellement manquer de guard play que s'il revient à un bon niveau, comme on l'a un peu vu en prépa et tout, ça sera difficile de s'en passer, mais ça posera toujours la question de Simmons et Claxton, parce que Claxton est devenu un joueur très important pour les Nets aujourd'hui, donc ça posera cette question. Ouais. Mais même avec ce point de bascule, moi j'irais jusqu'à dire 9e au mieux, tu vois.
C'est entre 13 et 9, entre 12 et 9, allez. D'accord. Donc maximum dans ton éventail des possibles, maximum play-in, quoi. Maximum premier tour. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, non, mais je crois qu'effectivement, ce côté... je vois ce que tu veux dire sur, en effet, il y a peut-être une illusion sur... bah ouais, mais ils ont été pas mal en play-off. Ils ont été en play-off. Je crois qu'en effet, j'ai dit les chiffres tout à l'heure, mais ils ont été en play-off parce que l'équipe était à ce point intéressante avant la blessure de Kevin Durant en début d'année. Et donc, ça a un peu permis d'accumuler des victoires et des trucs comme ça. Et donc, bref, il n'y a pas eu le temps pour que Brooklyn chute, en fait. Donc, effectivement, c'était pas une vraie équipe de play-off. Celle qui est arrivée en play-off, en tout cas. Mais alors j'en avais deux points de bascule. Je suis désolé Amine, toi le fan des Sixers encore une fois. Moi j'avais Ben Simmons évidemment, qui est le point de bascule un peu évident. J'ai l'impression, je me demande si je ne l'ai pas déjà dit l'an dernier à un moment donné sur les points de bascule, mais en même temps, voilà, tant que j'y crois encore, voilà, parce que le vrai Ben Simmons c'est quand même un joueur en NBA. Moi je veux dire, pourtant au moment de sa draft, j'étais l'homme le plus bas sur lui de toute la terre. Sur ce côté, c'est le nouveau LeBron, c'est un meneur. Je dis non, c'est pas tout ça. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même le vrai Ben Simmons, c'est un joueur à l'NBA. On va quand même pas l'oublier. C'est pas non plus un joueur parfait sur demi-terrain, mais c'est pas mal, quoi. C'est pas, évidemment qu'il y a des compromis, mais je veux dire, le curseur, c'est toujours d'un extrême à l'autre. J'ai l'impression médiatiquement avec ce joueur. Je pense que si on a le vrai Ben Simmons, ça peut changer pas mal de choses, y compris pour l'attaque et y compris sur demi-terrain, même si ce sera pas parfait. Mais non, l'autre point de bascule que j'avais, moi, c'est les trades. Et j'ai un peu envie de te poser la question. Est-ce que c'est pas même le point de bascule de cette saison que va vouloir faire Brooklyn? Parce que, techniquement, là, ils ont sous la main pas mal de trucs et pas mal d'actifs et d'assets qui peuvent totalement, qui intéresser la plupart des contenders NBA. Je pense à des Dorian Finney-Smith, je pense à des Royce O'Neal, Michael Bridges, je pense pas, mais si quelqu'un vient mettre 8 tours de draft, ça peut aussi être intéressant de le lâcher. Dinwiddie éventuellement en pièce de complément pour une équipe qui veut faire des playoffs ou des trucs comme ça. J'ai presque envie de dire Ben Simmons d'un côté, point de bascule, mais de l'autre, bah les trades aussi, parce qu'ils sont assis sur pas mal d'assets qui peuvent intéresser du monde. Mais les trades, ça serait un point de bascule plutôt pour reperdre des matchs dans ces cas-là, parce que tu vas récupérer des pics et tu vas pas récupérer forcément mieux. Oui, on est d'accord. En plus, il y a un autre truc que j'ai pas dit, que j'ai oublié de dire, c'est que ils payent très cher leur équipe justement pour pas jouer grand chose. Donc ça, à un moment donné, c'est pas viable. Même si du côté de Brooklyn, je pense que ça les dérange un peu moins de dépenser cet argent. À un moment donné, je pense que va falloir au moins lâcher quelques pièces, parce que comme tu l'as dit, des joueurs comme comme Royce O'Neal par exemple, qui n'est même pas dans le 5 alors que c'est un joueur qui peut être utile dans un 5 d'une bonne équipe NBA. C'est ce genre de joueurs qui peuvent être facilement envoyés. Je sais pas si c'est le projet. Moi, ils m'ont surpris à signer très cher aussi Cam Johnson. Donc, je pense qu'ils comptent sur lui de toute manière. Je pense qu'ils ont peut-être une idée de travailler autour de Mikal et Cam Johnson et d'envoyer d'autres joueurs, justement les Finney-Smith, les Royce O'Neal dans des packages pour reconstruire un petit peu. Maintenant, le truc, c'est généralement on reconstruit avec des jeunes. Et on oublie un petit peu que Mikal Bridges et Cam Johnson sont des joueurs qui ont été draftés tard et qui sont plutôt jeunes. Hein. Je crois que c'est 27 et 28 ans. Oui. Donc, si tu veux jouer quelque chose avec eux, il faut essayer de jouer assez rapidement. La limite à ce raisonnement étant que Brooklyn, le pick part à Houston, non protégé en 2024. Dans le trade de James Harden, le premier, du coup. Enfin non, le premier c'est OKC, mais vous avez compris. Le trade en 2020, du coup, si je dis pas de bêtises, 2021, début 2021. Mais bref, le trade de Harden à Brooklyn, ils perdent leur pick, donc en même temps tu peux te dire aussi, non, ils ont aucun intérêt à échanger tous leurs assets. Mais je me dis, tu vois, si t'arrives toi-même via Mikal Bridges, via des mecs comme ça, à récupérer un méga pactole de pick, notamment non protégé, pourquoi pas, et je mets un peu un point de bascule parce que tu vois, si on parle de play-in dans le scénario optimiste, sauf que si à la trade deadline ils ont déjà tout liquidé, ils ont envoyé Royce O'Neal à Golden State et Dorian Finney-Smith à Dallas non, il y a déjà été, mais à Miami, du coup ouais, c'est plus la même histoire quand je les vois plus faire le play-in. Mais en vrai, je sais pas, j'ai envie de dire ils vont rester comme ça, ne serait-ce que à cause des choix de draft, mais je suis même pas sûr. À suivre. Ok, on est d'accord.
Et Ben Simmons, toi, l'ancien fan des Sixers. Ah, mais moi, j'adore Ben Simmons. Moi, je suis une voix un petit peu discordante avec les fans des Sixers qui l'ont détesté depuis qu'il est parti. Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'il redevienne le joueur qu'il a été, qui était pas parfait, mais qui était un joueur formidable, comme tu l'as dit, niveau All-NBA, niveau All Defense First Team. Ouais. Je pense qu'il a été un peu trop fantasmé, comme tu l'as dit en LeBron. Ça, c'était sûr que ça allait jamais être LeBron, mais ça pouvait être un autre type de joueur justement qui aurait pu être, tu vois, dans l'idée un peu Draymond Green, plus fort offensivement, mais pas capable de, enfin, protège pas le cercle, Ben Simmons. Donc c'est des joueurs différents, mais un peu dans cet esprit de hub offensif qui shoot pas très très bien, mais Ah, la Sabonis en fait, hein. Ouais. Sabonis, tu vois, en fait. Je pense que sur demi-terrain, tu peux t'en servir comme ça avec lui. Avec en plus, lui, il a l'aspect transition, donc. C'est vrai. Plus l'aspect défense, lui. Oui, et c'est un défenseur exceptionnel sur l'homme. D'ailleurs, ça va peut-être être l'objectif de l'année, plan de relance. Et à la fin de l'année, il a une belle cote. Et c'est peut-être lui que tu vas échanger contre un ou deux tours de draft non protégés futurs. On verra. Ok. Toronto, tiens, montons un peu plus dans le nord, on va à Toronto. Quel est ton point de bascule pour les Toronto Raptors 2024 ? Alors ça va rejoindre ce que tu viens toi de dire pour Brooklyn. Pour moi, c'est reconstruire l'équipe en tradant. À un moment donné, je pense que cette équipe elle a plus aucun sens et que c'est le seul point de bascule parce que je ne comprends pas Masai Ujiri. Moi, on est sur un GM qui est adulé sur une chose qu'il a vraiment très bien faite pour aller chercher un titre à un moment donné. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il garde tous ces joueurs qui... Tu vois, il y a Tom chez Dunkebdo qui dit souvent qu'Anunoby, c'est le joueur le plus intéressant pour les autres équipes NBA que sa propre franchise. Ouais. C'est-à-dire que le profil est tellement redondant avec Toronto, c'est que même Anunoby, il est pas très intéressant à Toronto, alors que toutes les autres équipes aimeraient avoir un Anunoby dans leur roster. Et je pense aussi à Siakam. C'est une équipe qui aura encore moins de création offensive que l'année dernière, alors que c'était déjà pas terrible l'année dernière. Oui. Donc ils ont récupéré Schroeder. Donc si c'est Schroeder qui crée pour cette équipe, ça risque d'être compliqué. Scotty Barnes sort d'une deuxième saison plus compliquée que la première, où il a été clairement moins bon, que ce soit en défense, là où on l'attendait le plus, ou en termes d'efficacité. Donc là, pour moi, faut tout détruire du côté de Toronto, et je ne comprends pas que ce n'est pas encore fait en fait. Oui, je suis d'accord. Tu sais, moi je me souviens, tu t'en souviens sans doute, d'une période où avant le titre de Toronto, Masai Ujiri était connu comme l'homme qui construisait des équipes qui passaient pas le premier tour, tu sais. Ouais. il était beaucoup critiqué aussi à l'époque Denver et début Toronto. Ensuite, il a quand même réussi à faire des trucs. Et je trouve que les critiques d'avant étaient exagérées, mais là, c'est vrai que de nouveau, on a un côté où les critiques reviennent parce que le manque de résultats est là. Et en même temps, pour essayer de le comprendre aussi, tu vois, on a parlé et apparemment c'était pas si loin que ça. S'il y avait eu un échange de Lillard à Toronto, s'ils avaient réussi à débloquer ça, bah du coup de suite, il aurait eu l'air un peu plus intelligent. Et plus que ça, le côté, on essaie de garder un noyau compétitif, pas génial mais compétitif, et là-dessus on vient rajouter une star. Si on arrive à faire un trade pour une star, de suite ça aurait un peu légitimé ce plan-là. Mais le problème c'est que les années passent et que pour l'instant, moi aussi j'avais noté trade en point de bascule. Est-ce qu'ils vont faire tout péter ou pas? S'ils font pas tout péter, ils seront play-in, pas forcément beaucoup plus. S'ils font tout péter, ils seront plus bas. Donc pour moi c'est un peu le point de bascule. Création offensive aussi, bon, c'est pas un point de bascule parce que pour moi ça peut pas basculer, on est forcément dans le négatif quoi. C'est déjà mort. ça peut pas basculer du positif au négatif, ça va forcément être déficitaire. Mais tu vois, une de mes hot takes de la saison, c'est ça sent le trade Sengun à Toronto contre genre Anunoby ou Siakam. Ça, je le vois gros comme une maison. Ce serait cool quand même, non, du Sengun Scotty Barnes à Toronto. Ce serait un gagnant-gagnant en plus, parce que surtout si Houston récupère un Siakam, là pour le coup ça leur ouvre un step, ça leur fait monter d'un step pour le coup. Siakam justement, pour moi c'est ce qui offre le plancher, un plancher assez haut mine de rien à Toronto, parce qu'ils ont un
un vrai All-Star, un joueur qui se bat pour des places au NBA, quoi. C'est un très bon joueur. C'est là où c'est paradoxal, c'est parce que dans notre scénario optimiste, c'est pas celui qui est optimiste en fait. Presque notre scénario optimiste, c'est on veut dire le scénario où l'équipe gagne le plus. Mais est-ce que l'optimisme est la meilleure chose à faire entre guillemets, ce serait pas justement de reconstruire quoi. C'est le paradoxe du scénario optimiste. Mais oui, alors oui, Scottie Barnes aussi. Je me dis, est-ce que ça peut pas être le moment un peu de le tester un peu aussi, un peu plus à la création du coup. Je sais pas, mais il y aurait plein de choses à faire du côté de cet effectif. On peut avancer si tu veux. T'as d'autres choses à rajouter sur Toronto. Où est-ce qu'on peut aller Tiens, Atlanta. Oui. Quel est ton point de bascule pour les Atlanta Hawks 2024 ? Mon point de bascule, je vais tout de suite dire mon point de bascule parce que je pense que c'est difficile d'en avoir d'autres, c'est Quinn Snyder. Qu'est-ce que Quinn Snyder va réussir à obtenir de ce roster? C'est un bon roster, c'est un roster intéressant, même s'il n'est pas forcément meilleur que celui de l'année dernière. On est quand même sur un statu quo à peu près, sauf qu'on perd John Collins, mine de rien. Donc Quinn Snyder, c'est un coach que j'ai en très haute estime, qui a offert des systèmes offensifs très intéressants du côté de Utah, on s'en rappelle, et qui, pour moi, peut apporter vraiment quelque chose à Atlanta, qui, depuis l'arrivée de Trae Young, disons que j'étais pas fan du coaching que Trae Young a eu jusque-là, et j'aimerais bien le voir justement mieux coaché et peut-être un peu moins héliocentré, parce qu'on a toujours j'ai un peu peur de voir Trae Young off ball, parce que pour l'instant on a un joueur, lorsqu'il se retrouve off ball, ne se déplace pas tant que ça, ne fait pas un peu syndrome James Harden à vouloir avoir forcément le ballon entre les mains. Mais néanmoins, pour que ça tourne un peu plus du côté de Atlanta, va falloir passer par ça. Il va falloir que ce soit une équipe qui soit plus dans le mouvement, moins statique. C'est dommage parce que John Collins aurait été intéressant avec Quinn Snyder, je pense. Et donc je pense que ça passe principalement justement par ce que va mettre en place Quinn Snyder. Peut-être le step aussi de leurs ailiers, de leurs jeunes ailiers, que ce soit DeAndre Hunter, que ce soit Adrian Griffin, que ce soit Jalen Johnson. Il va falloir que ceci passe un step pour que l'équipe soit vraiment au niveau. Mais néanmoins, on a sur un roster qui est quand même très profond. Avec par exemple deux très bons pivots qui peuvent se partager les minutes, avec Capella au Kongu, un bon niveau de création. T'as sur le backcourt, t'as du monde, t'as Trae Young, t'as Murray, t'as Bogdanovic, t'as Patty Mills qui est arrivé, t'as des jeunes. En top scénario, on est sur une équipe qui peut aller gratter un top 5, top 4, je pense quand même. Mais c'est une équipe aussi qui peut être comme c'est arrivé récemment ces dernières saisons, 8e, 9e et jouer le play-in, quoi. D'accord, donc ton éventail, ton champ des possibles, c'est minimum play-in. Maximum, tu vas jusqu'à top 4, top 5. J'ai top 5. Top 5. Ouais, ok. Ah ouais, intéressant. C'est la première équipe très compétente dont on parle, alors. Ça veut dire potentiellement. Oui, j'avais le même. J'avais Quinn Snyder en tant que point de bascule. Et même en termes de philosophie, j'ai envie de... Alors moi aussi, je l'aime beaucoup ce coach. Et je pense qu'il y a surtout, quand on juge les coachs, il y a aussi des limites structurelles d'effectifs qu'on sous-estime. Hein. Par exemple, oui, à Utah, il a fait de très bonnes équipes, mais il y avait des défauts d'effectifs aussi. On va pas y revenir dessus. Oui. Mais je me pose la question surtout dans le sens, dans quelle direction va partir cette équipe. C'est-à-dire que on a de base une équipe qui est bonne en attaque et mauvaise en défense, et même très mauvaise en défense. Que va être le choix de Quinn Snyder et du front office et de Atlanta? Est-ce que on va renforcer l'attaque et essayer de gagner un peu de cette manière, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire être excellentissime en attaque, quitte à ce que ça rattrape un peu la défense, un peu le modèle d'ailleurs de Sacramento l'an dernier, ou alors de l'autre côté, est-ce que on va aussi veiller ou essayer de, dans les rotations, dans qui est-ce qu'on fait jouer ou pas, de au contraire renforcer la défense, et donc avec le compromis on sera peut-être moins brillant en attaque, mais on aura peut-être une équipe plus équilibrée. Donc là, j'ai un peu envie de surveiller ça, et pour moi c'est un peu mon point de bascule. Je sais pas lequel des paris ils vont prendre, je sais pas lequel marcherait le mieux sur ce côté full attaque, ou alors plutôt on va faire une densité d'effectifs plutôt défensive et quitte à compromettre un peu l'attaque. Plus équilibré au global, du coup, je sais pas, je me pose la question, mais pour moi c'est un peu le point intéressant à suivre cette saison, avec, c'est vrai, pas mal de points offensifs très très intéressants. Quinn Snyder en lui-même, qui est très bon en termes de schéma offensif, etc., qui
peut-être pourrait essayer d'apporter un peu plus de dynamisme et de faire bouger un peu plus tray off ball, non pas pour des 3 points catch and shoot off ball, mais pas que ça en tout cas, mais aussi pour le mettre en position en arrivant lancé, en faisant des dribble and off ou des trucs comme ça. Il y a des jeunes qui se développent dans cet effectif, donc voilà, peut-être qu'offensivement ça peut prendre un peu plus, encore un peu plus et être une attaque d'élite. Mais de l'autre côté, il y a aussi, tu vois, il y a pas mal aussi de potentiel défensif en un sens, parce que rien que sur l'aile, on a du DeAndre Hunter, Saddiq Bey va faire une saison complète. Est-ce que AJ Griffin, qui était rookie l'an dernier, peut pas aussi s'imposer un peu plus et être meilleur en défense? Il y a Wes Matthews qui est arrivé avec sa canne, mais qui est encore très compétent en défense. Il y a Capella au Congo. Enfin, je sais pas dans quelle direction ça va partir, mais voilà, il y a deux potentiels pour moi, deux potentialités pardon pour moi. Et toi, tu vois dans le meilleur des cas, tu les vois aller jusqu'où? Et moi, dans mon éventail, du coup, je les voyais effectivement au premier tour des playoffs. Attends, où est-ce que je l'ai noté? Non, oui, passer un premier tour de playoffs, ouais, effectivement. Donc, un peu comme toi, quoi, au niveau du meilleur scénario, c'est-à-dire faire le premier tour, voire même le passer. On est d'accord. Oui, c'est dans l'idée, c'est ça. Top 5, une série 4-5, tu peux passer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, sur ce que t'as dit en termes de défense, ouais, le problème toujours qui revient, c'est un peu Trae Young et du coup le premier rideau qui est difficile à combler. Ouais. Mais et du coup c'était un peu l'idée bizarre qu'avait eu Atlanta l'année dernière de mettre un pansement sur une jambe de bois en recrutant Dejounte Murray. C'est pas comme ça que ça se résout. Un premier rideau en ajoutant un bon défenseur à côté d'un mauvais. Mais néanmoins, je suis quand même surpris à quel point c'est une défense moyenne. Comme tu dis, ils ont beaucoup de profils, à part Trae Young, pour essayer de combler. Je pense que ça peut être mieux. J'ai envie de voir Quinn Snyder parce que c'est pas forcément que c'est un coach parfait, mais néanmoins, ce qui s'est passé avant, Macmillan ou je me rappelle plus de qui était coach juste avant Macmillan, celui qui a eu Trae Young en premier. Oui, l'ancien assistant Philadelphie, là, mince, j'ai oublié son nom. Bref, en tout cas, le coaching était très très basique et c'est du coaching un peu Doc Rivers, j'ai envie de dire, pour moi qui le connais. Et du coup, j'ai quand même envie de voir ce que va proposer Quinn Snyder parce que je pense qu'il y a un roster de qualité du côté d'Atlanta. Du coup l'éventail est quand même du côté ça peut être une équipe play-in et qui se fait éliminer au play-in, comme ça peut être une équipe qui fait une vraie belle saison. Oui, et on embrasse Lloyd Pierce. Merci. Qui était le coach de l'époque. Non, mais je suis d'accord. À l'époque, j'étais pas fan de Nate McMillan qui arrive. C'est un peu dommage, mais tu vois, ce que je pense, c'est qu'il y a des potentialités d'avoir Atlanta avec Trae Young comme seul mauvais défenseur sur certains line-up. Tout à fait. Notamment des line-up principaux, genre t'as que Trae Young en mauvais, mais après à côté t'as Dejounte Murray, Saddiq Bey, DeAndre Hunter et Capella ou Okongwu. Et donc voilà, tu peux aussi partir là-dessus. Tu peux aussi te dire non, on va faire Trae Young, Bogdanovic, ouais. Jalen Johnson en poste 5, des trucs comme ça. Donc à suivre à quel point est-ce qu'ils arriveront à faire bouger le curseur dans un sens ou dans l'autre. Mais ok. Tiens, Chicago. Nos amis les Chicago Bulls, on en parlait un peu en antenne. Quel est ton point de bascule pour cette équipe dont on ne sait pas du tout ce qui va se passer? Je te disais hors antenne que ça a été l'équipe la plus dure pour trouver un point de bascule parce que j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on va avoir avec Chicago. C'est-à-dire que on sait que Lonzo ne va pas revenir miraculeusement de blessure. Donc on a peu ou prou la même équipe que l'année dernière. Donc c'est une équipe qui est trop forte pour être en bas et qui est pas assez forte pour qui n'a pas qui a aussi on est encore sur ce plancher plafond assez proche finalement. C'est une bonne équipe mais trop limitée par ses profils, les profils de ses stars finalement. Que ce soit DeRozan, que ce soit Vucevic, disons que Zach LaVine rentrerait un peu plus facilement dans beaucoup d'équipes, mais quand tes tes 3 meilleurs joueurs, ce sont DeRozan et Vucevic, c'est un peu compliqué d'aller plus haut. Du coup, j'ai dit en point de bascule, j'ai dit Pat Williams, enfin le step. Parce que comme je trouvais pas, je me disais que Patrick Williams, un joueur qui a été drafté très haut, je crois que c'était 4e, et pour qui les fans de Chicago, je pense à Adrien, rêvent toujours de ce step de Patrick Williams que les fans de Chicago espèrent comme un Kawhi, un Jimmy Butler, un bon défenseur qui devient vraiment très bon en attaque, qui devient un initiateur en attaque. Moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais imaginons qu'il passe un vrai step cette saison, ça rendrait l'équipe un peu meilleure, mais
j'ai pas beaucoup d'espoir pour que Chicago soit une équipe capable d'aller très 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 loin, et en même temps elle sera pas une équipe mauvaise non plus. Donc pour moi c'est une équipe qui se situe entre top 6 et top 8, et ça passe pas un premier tour de playoff si c'est en playoff. Donc tu veux dire que ton point de bascule c'est Patrick Williams. Dans le cas où il est pas bon, Chicago sera que play-in. Dans le cas où il est très très bon, Chicago est carrément play-in. Ouais. Hein, c'est ça. C'est un peu ça. L'éventail va de play-in à play-in. Ouais, on est d'accord. non, mais en effet, là encore, on parle sportif, on parle théorie, mais il faut retenir l'élément crucial et même plus important de que veut faire aussi le front office et surtout le propriétaire. Chicago, on sait que on préfère être compétitif, quitte à être dans le ventre mou, plutôt que de tout reconstruire. Ça, c'est un peu la direction qui est comme ça. Donc, à moins que justement, ça soit l'année où ça fasse tout péter, mais je n'y crois pas trop pour l'instant. Ouais. Donc, effectivement, je pense qu'on va être plutôt dans ces eaux-là en termes d'éventail autour du play-in, voire peut-être un peu plus. Mais je les vois pas forcément passer un tour de play-off du tout cette année. Peut-être que je me trompe. Mais la question pour moi, c'est qui crée l'attaque, pardon. C'est ça. Qui crée l'attaque dans cette équipe, parce que on a des bons profils, mais on n'a aucun créateur principal d'attaque. DeRozan est devenu un scoreur très intéressant, mais il n'a pas la même empreinte sur le jeu, le même rayonnement que d'autres qui ont fait ça toute leur vie en termes de playmaking, en termes de casser une défense, etc., etc. Zach LaVine, c'est plutôt un finisseur. Vucevic, c'est pas du tout un créateur non plus à haut niveau et en qualité. Et je pointe surtout ça du doigt parce que secrètement, Chicago est en fait une très bonne défense, oui. Même avec donc Vucevic, qui est plus un défenseur positionnel qu'autre chose, mais Billy Donovan a réussi à construire une très 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 belle défense. Encore l'an dernier, il était top 5, mais par contre, c'est vrai que l'attaque, malgré donc ce talent de DeRozan sur le papier, beaucoup de points par match, Zach LaVine, même Vucevic qui a encore une certaine cote de star, de all-star, bah, malgré tout, ils sont 24e attaque l'an dernier. Et donc voilà, pour moi, les limites sont surtout là, et c'est pour ça que je te rejoins sur un éventail potentiel maximum et minimum assez rapproché, quoi, finalement. Ok, voilà pour Chicago. Tiens, New York. Qu'est-ce qu'on fait des New York Knicks, Amine? Quel est ton point de bascule pour les Knicks 2024? Alors, j'avais dit hors antenne qu'il y avait Chicago, mais c'est vrai que c'était pas si simple aussi pour les Knicks. Moi, j'ai pensé en point de bascule pour les Knicks, quel Julius Randle, tout simplement. On a le même. Donc, ce qui, peu importe quel Julius Randle on aura, c'est pas ça qui changera beaucoup de choses en playoff, mais par contre, pour la saison régulière, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, Julius Randle, quand on est habitué à avoir une saison sur deux très bon et une saison sur deux où ça va pas du tout. Donc, c'est un peu la question que je me suis posée pour savoir si la saison des Knicks sera très bonne ou assez bonne. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un roster qui, contrairement à la première saison de Thibodeau, où ça va en playoff un peu contre les statistiques finalement. Enfin, ça va. Disons que ça fait top 4 même, un peu contre les statistiques. Et la saison dernière est meilleure avec un effectif plus profond, plus intéressant. Donc il y a eu des ajustements en plus encore intéressants. L'arrivée de DiVincenzo, très bon joueur. Il y a une armée de joueurs poste 2-3 dans cette équipe qui peut être très intéressant et qui pourrait être dangereux d'ailleurs pour RJ Barrett, qui pourrait sortir du 5 si ça continue. Mais du coup, je pense que l'équipe a un plancher assez haut, mais un plafond qui aura toujours du mal à être très élevé puisqu'elle n'a pas vraiment il y a le syndrome superstar qui n'est pas encore là du côté de New York. Moi, j'aime beaucoup Jalen Brunson, tout ce qu'il apporte et tout ce qu'il a apporté, c'est un peu le facteur X qui fait que cette équipe est plus intéressante que celle qui avait fait les playoffs il y a 2 ans. Mais je pense que c'est pas encore suffisant. Donc il y a un scénario où ils sont top 4, je pense, ouais. Avec un bon Julius Randle. Je pense vraiment que ça peut être top 4 les Knicks cette année dans un bon scénario. Je pense qu'ils descendent pas hyper bas non plus. Moi je pense que c'est une équipe de playoff quoi qu'il arrive, et
Est-ce que ça passe un tour? Dans le meilleur des cas, oui. Dans le moins bon des cas, ça fait juste un premier tour de playoff. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Donc potentiellement ils vont au deuxième tour, ouais. voire en finale de conférence, hein, si le tableau s'ouvre de la bonne manière, évidemment, mais on n'est pas. On parle de manière générale, quoi. Mais donc ça c'est le maximum, et le minimum c'est ils sont en playoff presque sans passer par le play-in, quoi. Tu dis. Ouais, moi je vois ça comme ça. Je pense que cette année, même une saison moyenne de Julius Randle, t'as quand même pas mal de solutions. T'as un effectif plus profond, Thibodeau apporte aussi un minimum de garantie finalement. Et puis avec Bronson, avec cette armée, je te dis, de 2-3 qui sont des joueurs vraiment, avec Grimes, avec Josh Hart, avec DiVincenzo maintenant. Ça me paraît vraiment Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein au niveau de la rotation intérieure. C'est une équipe très profonde. Qui manque vraiment de la méga star, mais en termes de profondeur, c'est une équipe très intéressante, je trouve. Quickly, je l'ai oublié de le citer. Oui. Donc, je les vois mal faire moins bien que top 6, je pense. Oui, je suis d'accord. J'avais aussi noté Julius Randle par tradition, hein, puisque année paire, une année sur deux, Julius Randle est moins bon. Mais non, sinon moi, l'autre point de bascule que j'avais, c'est à quel point est-ce que l'équipe peut s'améliorer en défense. Parce que paradoxalement, on avait une équipe totalement anti-Thibodeau l'an dernier, puisqu'ils étaient deuxième meilleure attaque de NBA, notamment avec ce fameux jeu des possessions, le rebond offensif, etc. Mais bon, ils étaient deuxième à l'offensive rating, deuxième, et par contre 19e défense de NBA. C'était donc l'équipe de l'an dernier, ce qui est donc totalement contre l'idée d'une équipe de Tom Thibodeau, hein, évidemment. Mais du coup, je me demande à quel point est-ce que la défense peut pas s'améliorer cette année avec DiVincenzo, avec un Josh Hart qui fait une année complète, avec peut-être, je sais pas, des schémas, avec des joueurs qui progressent, je sais pas, mais à quel point est-ce qu'ils peuvent pas essayer de gratter un peu de valeur là-dessus, c'est-à-dire rester tout aussi bon en attaque, mais essayer d'aller un peu chercher des points là-dessus et passer de équipe sympathique à finalement équipe qui presque se rapproche d'un contender de la conférence Est, peut-être pas pour le titre, mais tu vois, si imaginons qu'il reste dans le top 3 au niveau attaque et que de 19e il passe à top 10 en défense, là de suite on a un client, on a quand même un truc assez intéressant. Après je dis ça en théorie, mais est-ce que vraiment il y a des potentialités concrètes pour que la défense s'améliore à ce point? Je sais pas, peut-être pas forcément, mais pour moi c'est un peu le point de bascule qui peut les faire passer de, comme l'an dernier, équipe très sympa dans le top 5 de la conférence et qui peut passer un tour quand ça se goupille bien niveau match-up. C'est ce qui peut les faire passer de ça à potentiellement une vraie équipe où tu te dis ah ouais, ok, là on peut viser le final de conférence, quoi. Donc voilà pour moi, c'est le côté à quel point est-ce qu'ils peuvent gratter des points en défense par rapport à déjà ce qu'ils ont établi, c'est-à-dire une très bonne attaque. Voilà pour ça. Et toi, t'as déjà dit ton éventail. Très bien. Et donc avançons. Où est-ce qu'on va aller? Tiens, Miami. On peut aller à Miami si tu veux bien. Nos amis du Miami Heat. L'équipe estampillée N5 hein, qui nous avait fait des éventails magnifiques l'an dernier entre premier tour et finale. Mais pour le coup, Miami, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont parti du play-in, ils sont allés en finale NBA. C'est presque obligé de faire cet éventail avec Miami. Moi, j'ai la même chose. J'ai la même chose cette année. Je suis désolé, mais le Heat, c'est trop compliqué. Moi, j'ai mis de play-in à. J'ai pas mis finale NBA. Je pense que cette année, c'est pas possible. Ouais. J'ai du mal à y croire en tout cas. J'ai dit un éventail de play-in à finale de conf. Parce que mon point de bascule, c'était pas si facile que ça de trouver un point de bascule, mais je dirais. Mon point de bascule, c'était à quel point Spoelstra peut encore transformer des joueurs, créer des starters NBA en fait finalement, parce que ils ont perdu beaucoup, moi je trouve, mine de rien. Ils ont voulu un peu trop miser peut-être sur Lillard, même si ça aurait été fantastique s'ils avaient réussi à l'avoir. Et aujourd'hui, ils se retrouvent un petit peu démunis de profondeur qu'ils avaient vraiment l'année dernière. Et donc il va falloir que le rookie qui est aussi âgé que Chris Duarte à l'époque où il avait été drafté aussi, Chaim Rakes, je crois qu'il a 24 ans, donc soit devienne un starter NBA, que Nikola Jovic soit vraiment un starter NBA, parce qu'aujourd'hui ça commence à être compliqué maintenant, comme c'est Eric Spoelstra qu'il l'a déjà fait et que moi, à mon humble avis, c'est le meilleur coach actuel en NBA. Oui. Maintenant que Doc Rivers c'est à la télé, oui, je suis d'accord. Et du coup, c'est difficile de pas avoir un éventail haut parce que, en fait, sinon, mon éventail serait plus bas. C'est cette comment dire,
interrogations autour de que ce soit Spoelstra, que ce soit Jimmy Butler, à quel point un joueur qui est capable de élever autant son niveau en playoff. En playoff, on a l'impression de voir un Jimmy Butler dont on ne soupçonne pas qu'il est capable d'atteindre ce niveau. Donc c'est des choses qui sont un petit peu de l'ordre de l'irréel, tout comme parfois les pourcentages à 3 points. Le Heat qui se met à shooter comme jamais on a vu ça. Je pense à la série contre les Bucks notamment, c'était fou. Donc il y a quelque chose du domaine de l'irréel qui fait que on peut imaginer jusqu'à la finale de conf. Surtout qu'il y a encore un roster de qualité. Personnellement, j'adore Jimmy Butler, j'adore Bam Adebayo. Je sais que tu aimes beaucoup Kyle Lowry, même si on peut dire aujourd'hui qu'il est quand même plus sur la fin que sur le début. La légende Kyle Lowry, on dit sur le Basket Lab. Et puis Tyler Hero est un bon joueur. Hein. Je pense qu'il fallait pas hésiter à le lâcher pour récupérer une superstar. Néanmoins, c'est un joueur intéressant en tout cas. Donc il y a un bon roster, il y a un excellent coach. Ils ont fait des petits ajustements. Moi, Josh Richardson qui retourne au Heat, ça me rappelle des souvenirs puisque c'est lui qui nous avait envoyé pour le sign and trade de Jimmy Butler. Oui. Il s'est refait un petit peu la cerise récemment, Josh Richardson. Après, je pense que jusqu'à maintenant, l'idée c'était surtout de tout miser sur Lillard. Maintenant que Lillard n'est pas venu, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à s'en remettre en termes d'organisation de roster. Maintenant, on va voir. Hein. On va voir comment ça va tourner. Mais oui, gros éventail très large du côté du Heat. Tu veux dire que si on avait le même effectif mais avec une star générique et un coach générique moyen de NBA, ce serait premier tour maximum. Là, vu que la star c'est Butler qui adore les playoffs et que le coach c'est Spoelstra, ça peut gagner 2 tours quoi. En gros, c'est ça. c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, on est un peu d'accord là-dessus. Effectivement, j'avais noté ce côté-là aussi. Un des 2 points de bascule, c'était à quel point est-ce qu'ils peuvent sortir des joueurs de nulle part, parce que c'est la tradition à Miami. Hein, il y a 2 ans, il avait fait sortir Gabe Vincent et Max Strus, qui aujourd'hui sont partis. L'an dernier, Caleb Martin était arrivé et avait remplacé magnifiquement PJ Tucker. On s'y attendait pas forcément. Là, pour moi, le point de bascule, c'est combien de vrais joueurs vont sortir tu les as énumérés, hein, Jovic, le rookie Jaquez, comment tu dis, Jaquez. Oui, je sais pas comment ça se dit, mais j'imagine Jaquez. J'arrive déjà même pas à le lire, alors à le prononcer. De Jamal Cain aussi, R.J. Hampton, Cole Swider, il paraît que c'est un bon shooter, Orlando Robinson, voire même Thomas Bryant, même si j'y crois pas. Mais à quel point, combien de joueurs, de vrais bons joueurs de rotation vont sortir de ce groupe-là? Ce sera un peu la tradition Miami, sachant que c'est tellement une tradition que ils ont même des anciens qui reviennent, hein, comme tu dis, puisque Josh Richardson, c'est ça aussi à la base. Hein. C'est un mec qu'ils ont sorti de nulle part à l'époque et qui aujourd'hui est parti de Miami, moins de succès et revient. Mais donc c'était mon premier point de bascule, c'est à quel point donc ils vont arriver à recréer de la rotation à partir de rien. Et l'autre que j'avais noté, c'était le volume de Jimmy Butler de mon côté. Oui. À quel point est-ce que Butler, qui justement est un spécialiste de prendre du volume en playoff et qui en saison régulière a toujours été un peu plus modeste et très off-ball, très justement inscrit dans le fond de jeu collectif, à pas trop forcer. À quel point est-ce que le volume de saison régulière va être gros ou pas, sachant que vu que le trade de Lillard a un peu échoué, qui sont tes autres créateurs? C'est Bam Adebayo et c'est Tyler Hero et qui d'autre? Et je sais pas, et notamment tu vois Hero et Bam, j'aime bien l'attaque que tu peux créer autour d'eux, mais c'est quand même pas la folie quoi. C'est clair. Donc je sais pas à quel point on peut ajuster ce manque de Lillard, ce manque espéré de Lillard ou de l'effectif, pas en disant Butler, allez, pour une fois tu vas prendre beaucoup de volume ou pas. Je ne sais pas, mais pareil que toi en termes d'éventail, c'est très 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 large. Si ce n'est que j'ai envie de me dire, allez, ils sont quand même top 6, ils passeront pas par le play-in. Mais bon, l'an dernier aussi, on aurait pu se dire ça. Ouais, moi, ce qui me fait dire qu'ils peuvent aller en play-in, c'est justement cette propension à tu vois, justement, à Jimmy Butler, d'avoir moins de volume en régulière, de prendre son temps. C'est un peu une équipe de diesel, Miami. Après, ils peuvent aussi faire une très bonne régulière, et être moins bon, justement, en play-off. C'est aussi possible. Mais c'est pour ça que je n'élimine pas l'idée que ce soit, qu'ils passent encore par le play-in, par exemple, cette année. Mais ça, en fait, même ils passent par le play-in, ça n'empêche pas qu'ils seront, quoi qu'il arrive, un candidat dangereux et sérieux, quoi. Oui. Sachant que, donc, l'an dernier, ils étaient quoi, 9, 10, 11, un truc comme ça. Et que l'année d'avant, ils étaient premiers de la conférence, au niveau de la saison régulière. C'est ça. Donc, effectivement, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi penser. C'est normal. Mais bon, à suivre, en tout cas.
En tout cas, on verra ça. Qui est-ce qu'on a? Tiens, les Cavaliers, Cleveland Cavaliers, en parlant d'équipes qui ont un peu échoué en playoff, au contraire de Miami. Quel est ton point de bascule pour les Cleveland Cavaliers 2024? Alors pour le coup, là, j'en ai pensé, j'ai pensé vraiment à plusieurs et j'ai eu du mal à me départager. Ouais. J'ai pensé en premier déjà au coach, à JP Bickerstaff, parce que pour le coup, on a parlé de Spoelstra juste avant. Là, on entre dans une autre catégorie. Je trouve que ça a été criant à quel point lors des playoffs, il s'est fait outcoacher justement par Thibodeau. C'est ça, oui. Et j'étais très surpris qu'il soit resté. Je crois comprendre qu'il est très apprécié par ses joueurs. Donc c'est un des points de bascule, c'est à quel point Bickerstaff peut progresser. Il a apporté des choses, du côté de Cleveland. Je suis pas non plus en train de tout critiquer. C'est un peu le coach du renouveau, mais je suis pas convaincu par ce qui. En fait, c'est le fameux coach de juste après la reconstruction. Il y a cette théorie que t'as ton coach de reconstruction, t'as ton coach juste après la reconstruction, et après il faut encore changer de coach pour passer le step final. Et je pense que c'était déjà le moment du côté de Cleveland, parce que il y a des choses intéressantes à faire. J'avais d'autres points de bascule auxquels j'ai pensé. C'est la fameuse question de qui au poste 3, parce que ça a été un vrai problème lors des playoffs aussi, parce qu'on savait pas quel poison choisir entre l'inefficacité offensive même pas l'inefficacité, mais le fait de même pas être respecté de Isaac Okoro, ou la défense plus que moyenne de Caris LeVert, ou le joueur un peu moyen partout qui était Cedi Osman. C'était un peu le problème du côté de Cleveland, ça savait vraiment pas qui mettre au poste 3. Et cette année, ils ont pris Max Strus. Pour moi, je suis pas sûr que Max Strus soit un poste 3. Et il me paraît un peu petit pour défendre des 3. Et puis il y a Georges Niang qui est clairement un poste 4. Donc t'as cette sorte de shooting un petit peu qui a été ajouté, mais ce problème qui n'est pas tout à fait réglé selon moi, et qui, mine de rien, en play-off, quand t'as un joueur qui n'embête personne en fait, en attaque, ou qui laisse des trous dans ta défense, ça rend tout de suite très compliqué la réussite en fait, tout simplement du roster. Et puis j'avais noté en dernier point le step offensif de Evan Mobley, que je pense qu'en troisième saison on doit attendre un vrai step offensif de Evan Mobley, qui devienne vraiment ce troisième joueur offensif, qui n'est pas vraiment pour l'instant, pour que les Cavs passent ce step. Ouais, tu veux dire si effectivement ça peut être un point de bascule, parce que si Evan Mobley devient notamment un joueur offensif très intéressant et exploite ce potentiel, ça peut être une toute autre équipe des Cavs, notamment. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Alors c'est marrant que tu parlais de cette théorie il y a le coach du début de reconstruction et ensuite il faut passer au reste. Je suis totalement d'accord, parce que ça fait plus d'un an que moi je réclame que en gros un JB Bickerstaff c'est le Mark Jackson de à l'époque à Golden State, et que Cleveland devrait trouver son Steve Kerr. C'est ça. Donc je suis tout à fait d'accord. Il faudrait passer à autre chose. Malheureusement, la saison régulière avait été excellente, donc je me suis dit il sautera pas. Il y a eu des playoffs catastrophiques, mais il a pas sauté non plus. Je me suis dit mais tant pis, on attend un an de plus alors. Mais après, Dieu sait que je suis très très sévère sur lui, et même depuis l'époque Rockets où c'était catastrophique. Oui. Quand il avait pris la suite de Kevin McHale, c'était d'ailleurs un peu scandaleux qu'il soit mis en place, mais bref, il y a du népotisme partout. C'est un fils d'eux, Bickerstaff. Non, mais par contre, là où je suis prêt à pas mettre toute la faute sur lui, c'est que, pour arriver d'ailleurs à mon point de bascule, moi, c'est le spacing. À quel point est-ce que cette équipe va avoir du spacing? On a vu qu'en saison régulière, aucun problème. Mais par contre, tu vois, sur l'affrontement de playoff, ce qui est vrai, c'est que lui n'a pas eu la créativité tactique et le répondant pour contourner ce problème. Et sans doute que des Spoelstra, sans doute que des Steve Kerr, sans doute que des Brad Stevens ou des joueurs, des coachs comme ça auraient peut-être trouvé des moyens de contourner ça. Mais là où je peux pas mettre totalement à 100% sur lui, c'était que il y avait aussi des limites structurelles qu'il aurait pu dépasser, mais il a pas la compétence pour dépasser, mais qui était là tout de même, quoi. Et donc c'est pour ça que mon point de bascule, c'est le spacing. Pour ça, parce que pour moi, c'est vraiment ça qui a fait du mal, plus que le rebond offensif dans cette série. Quand t'as Darius Garland ou Mitchell qui sort d'un pick and roll et qu'il y a 3 joueurs sur sa moitié de terrain, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux bien, ils ont loupé leur playoff entre guillemets, mais concrètement, ils pouvaient rien faire. On peut faire des arrêts sur image à chaque possession, c'est compliqué. Et je dis ça aussi par rapport au recrutement, où effectivement il y a eu du Max Strus et du Georges Niang. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais je suis peut-être un peu plus
comment dire, pas plus bas que la moyenne, mais je pense que c'est parfois un peu facile de se dire, bon, il y avait un problème de spacing, on a rajouté des shooters, c'est bon, c'est cool. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il faut prendre en compte le fait que, certes, tu rajoutes du shoot, mais du coup, c'est aussi des profils qui vont être moins bons défensivement. Donc, en fait, ce qu'il faut calculer, c'est pas le shoot en soi que tu rajoutes, mais est-ce que le compromis que tu fais, le profil que tu rajoutes à la place, est-ce que ça va être différent? Est-ce que le plus d'attaque mais moins de défense de Max Strus et de Georges Niang va être plus intéressant que le full defense de Okoro ou de Lamar Stevens, en fait? C'est exactement ça. En fait, c'est un problème qui est complet. Je trouve que t'as dit quelque chose qui est très juste pour être sympa justement avec Bickerstaff, c'est qu'il y a une construction de roster un peu originale. Loin de moi l'idée de la critiquer parce qu'ils ont beaucoup drafté, que au moment où ils ont pris Donovan Mitchell, c'était une opportunité de prendre une superstar. Donc moi je trouve qu'ils ont bien fait. Néanmoins, tu as un backcourt très petit. Et même si Donovan Mitchell peut défendre plus grand que sa taille, néanmoins tu as un backcourt très petit et un duo d'intérieur très grand et qui ne space pas pour le moment. Donc c'est des problèmes qui, si t'as pas le parfait poste 3 complet, sont vraiment très compliqués. Et pour l'instant, tu n'as pas ce poste 3. Et comme tu l'as dit, le pire avec pendant la série de playoffs, c'était avec Okoro, parce que Okoro, il a beau être capable de être parfait pour défendre Jalen Brunson, c'est jouer à vraiment à 4 contre 5 en attaque et à quel point il le laissait tout seul. C'est comme tu disais, il doublait et triplait Mitchell ou Garland, et c'était pas possible pour eux. Donc c'était trop compliqué. C'était dur d'organiser un roster qui fonctionne parfaitement, un 5 qui fonctionne parfaitement. Mais je trouve qu'ils ont pas, comme tu dis, ajouter Max Strus et Georges Niang, ça résout pas totalement le problème. C'est-à-dire que t'as pas, en fait, tu as parlé de Lamar Stevens qui est parti, de Dean Wade qui est plutôt un bon shooter en plus et pas un mauvais défenseur, donc c'était un joueur qui était intéressant. Je crois qu'il était blessé néanmoins pendant les playoffs. C'était un joueur intéressant à mettre à ce poste. Je sais pas comment ça va s'organiser. Moi, c'est mon plus gros doute au niveau de l'organisation. Mais tu vois, si justement, c'est pour ça que j'attends un step de Mobley, parce que déjà si Mobley devient respecté beaucoup plus en attaque, ça change un petit peu la donne. Oui. Ça rend les choses plus faciles pour les deux créateurs. Et à long terme, je ne sais pas si Mobley est capable de jouer pivot tout de suite là maintenant. J'en suis pas sûr. Néanmoins, à long terme, il va falloir peut-être faire un choix aussi entre Mobley et Allen, parce que ça rend compliqué la construction autour, en fait. Oui. Non, mais après, si je le mets en point de bascule, c'est que je le mets pas en point négatif non plus. Mais c'est juste que j'avais un peu envie de... Pour moi, c'est pas tant on fait un ajout et il faut prendre en compte que le spacing. Okay, on met des shooters dans une équipe qui avait moins de shooters, donc ça va solutionner le problème. Ça va résoudre, le problème. Non, parce que tu rajoutes du shoot, tu rajoutes aussi des gens qui sont moins compétents en défense. Oui. Donc, mais je dis pas que ça vaut pas le coup. Je dis juste que pour moi, la problématique, c'est ça. C'est on remplace un profil défense par un profil attaque. Mais, si ça se trouve, ça va largement valoir le coup. Et c'est pour ça que je le mets en point de bascule, parce que, en effet, peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça va pas marcher aussi. Et c'est pour ça que je le mets aussi en point de bascule, parce que si ça marche pas, on est sur les mêmes problématiques que l'an dernier et on est sur un scénario plutôt pessimiste, du coup, en termes de résultats. Mais si ça marche, ça peut être bien. Et finalement, tu gagnes plus avec l'attaque et le shoot de Niang et de Max Strus pour que ça vaille le coup. Donc, ça se trouve, le calcul sera gagnant. Mais pour moi, ça va vraiment tourner autour de ça. Après, effectivement, comme tu dis, il y aura aussi peut-être des problématiques plus grande échelle de construction d'équipe. Est-ce qu'il va falloir toucher à ce top 4, à ce quatuor, notamment la raquette, peut-être on verra plus long terme. Mais j'avoue que moi, niveau éventail, je sais pas toi, niveau éventail, j'avais entre le premier tour et les finales de conférence, vraiment sur un scénario optimiste. Je sais pas si t'allais aussi loin, toi. J'ai exactement la même chose. Okay. Exactement la même chose, parce que je suis pas sûr que tous les problèmes soient réglés, notamment au niveau du coaching. Mais dans un bon run, il y a un roster qui est compétent, et comme tu l'as dit, en fait, on parle de Max Strus et Georges Niang, que ça, quoi qu'il arrive, ça ajoute de la profondeur, mine de rien. Ouais. Donc quelque chose qui était un problème la saison dernière à Cleveland, donc c'est toujours ça de prix quoi qu'il arrive, et c'est déjà positif. Donc dans un bon moment, ça peut aller jusqu'à finale de conf. J'aurais presque mis demi de conf pour l'instant. Je suis pas sûr que l'équipe est capable d'aller plus loin que la demi de conf là. Ou alors le scénario pessimiste c'est premier tour et le scénario optimiste c'est premier tour et Bickerstaff viré. Ça peut être aussi le scénario optimiste. Ça c'est le scénario des Cavaliers.
Bref, avançons. Un autre cas très compliqué, surtout pour toi peut-être. Les Sixers, si tu me permets qu'on aille sur les Sixers. Bien sûr. Philadelphie, quel est ton point de bascule, toi, Amine, le fan des Sixers? Quel est ton point de bascule 2024? Voilà, j'en avais plein. Donc déjà, fais-toi plaisir. On va évacuer tout de suite un des points de bascule, c'est évidemment le trade de James Harden. Ouais. Mais bon, vu que on sait pas quand est-ce qu'il va arriver et vu les personnes impliquées, c'est possible qu'il n'arrive jamais. Ça pourrait être fou, mais c'est possible qu'il n'arrive jamais tellement on est face à si Daryl Morey ne veut pas trader Harden aux Clippers pour pas lui faire plaisir et que Harden veut que les Clippers pour embêter Morey, c'est possible que ça n'arrive pas. Mais n'empêche que pour moi c'est peu importe en fait. C'est-à-dire que c'est pas un vrai point de bascule dans le sens où le trade d'Harden ne bouleversera pas ton roster aujourd'hui. La valeur d'Harden est assez basse, que ce soit à cause du fait qu'ils sont en année de contrat, mais aussi de par une baisse de niveau qui sort quand même d'une très bonne saison, mais n'empêche que c'est un joueur âgé dont le niveau est en train de baisser, donc c'est un risque à prendre. Je pense que les Sixers pourront peut-être en obtenir plus après quelques matchs des autres équipes quand ils se diront il nous manque vraiment un initiateur et s'il accepte de rejoindre une autre équipe que les Clippers, peut-être qu'on aura une meilleure offre. Mais néanmoins, je pense que c'est pas ça qui changera totalement la saison des Sixers. Moi, je pense que mon principal point de bascule, c'est à quel point l'attaque peut être bonne, ouais. Sachant qu'on va jouer sachant qu'avec Nick Nurse, qu'avec aucun véritable créateur primaire. Bah c'est une attaque de Nick Nurse. Hein. C'est-à-dire que Nick Nurse, il a quitté. Moi, j'étais content au début quand Nick Nurse arrive. On n'est pas sûr que James Harden va partir. Je me suis dit Nick Nurse, il va avoir un initiateur. On va voir peut-être quelque chose de différent parce que j'aime beaucoup ce coach, mine de rien. Oui. J'étais content de s'en arriver. Mais là, Nick Nurse sans créateur, on a vu ce que ça donne. Et moi, je suis très inquiet parce que on va avoir de l'isolation Joel Embiid, de l'isolation Tyrese Maxey et de l'isolation Tobias Harris en troisième. Et la défense sera très très forte, je pense. Et du coup, c'est une équipe où quasiment le plafond égale le plancher. Moi, je te le dis tout de suite, j'ai qu'un scénario, c'est demi-finale de conf. Ouais. Voilà. J'avoue que j'avais un peu pareil. J'avais entre premier et deuxième tour, quoi, grosso modo. Oui, dans une mauvaise saison, Embiid blessé en play-off, ça peut être premier tour, effectivement. Voilà. Ou alors le mauvais match-up. Mais voilà, on est plutôt dans cette zone-là pour moi que sur potentiellement finale de conférence. J'espère qu'on se trompe, hein. J'espère pour vous. Mais c'est vrai que le point de bascule, j'avais surtout la contrepartie du trade de James Harden, parce que notamment je me souviens certains passages avant l'échange de James Harden où mine de rien l'attaque elle tournait quand même moins bien, oui. Malgré d'ailleurs un excellent Joel Embiid déjà dès 2021. Où si Jokic, on rappelle, si Jokic n'existe pas, on est sur un triple MVP en titre, parce qu'il est à ce point bon individuellement, mais c'est pas quelqu'un qui peut alimenter autant une attaque avec autant de rayonnement collectif. Là-dessus, l'arrivée d'Harden a fait beaucoup de bien, mais tu vois, j'ai le souvenir de passages et de matchs où on essaie de lui donner la balle au poste et on n'y arrive pas, quoi, parce que les équipes elles font des prises à deux ou parce que t'as pas la qualité de passeur et James Harden avait beaucoup aidé là-dessus. Et c'est pour ça que je mets la contrepartie de James Harden, parce que, si c'est une équipe qui sort de nulle part, ok. Mais si c'est les Clippers, est-ce que vraiment les ailiers défensifs, les Terrence Mann, les Robert Covington, des Batum ou des Norman Powell qui viennent chez toi, certes c'est cool pour la profondeur d'effectif, mais à quel point ça peut t'aider justement avec cette attaque? Pour moi, pas de manière incroyable. Donc je te rejoins sur ce côté, l'attaque va être intéressante, mais peut-être pas assez forte pour qu'on ait un vrai contender en fait. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y aura. J'ai très peu de doutes sur le fait que Embiid, débarrassé de sa quête du MVP, se reconcentre en défense beaucoup plus en saison régulière. Peut-être même qu'il aura une idée derrière la tête d'aller chercher un deep boy. Donc moi je l'imagine un petit peu comme ça. Hein. Je vois Embiid dans cet état d'esprit. Qui coche des cases en gros. C'est ça. Et avec Nick Nurse qui sait très bien organiser une défense, avec un bon personnel défensif, mine de rien. Oui. Surtout si tu n'as plus le duo Harden-Maxey sur ton premier rideau, disons que c'est un peu plus facile de ne couvrir que Tyrese Maxey, qui en plus est volontaire. C'est juste que il a des limitations qui fait que c'est un peu plus compliqué. Disons que tu as un bon personnel défensif, tu peux avoir vraiment une top 3 défense NBA, je pense. Mais tu auras une attaque
t'auras une attaque qui sera que de l'isolation. Même le pick and roll risque de disparaître. Donc si comme tu dis, le trade d'Harden t'apporte des ailiers, c'est toujours bien parce qu'on n'est pas garni au poste d'ailier pour le coup. Donc ça ferait quand même du bien, mais n'empêche que on a déjà, je trouve que Harden c'était un peu léger de n'avoir que Harden pour organiser ton attaque. Et à moins d'aller chercher et en fait moi je suis pas optimiste parce que tu parles de la contrepartie d'Harden, je vois pas comment on récupère un playmaker du niveau d'Harden. C'est-à-dire qu'on récupérera au mieux un playmaker plancher. Donc c'est pas ça qui changera tout quoi qu'il arrive à notre attaque. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, dans le cas le plus extraordinaire, on va chercher un joueur du niveau de Mike Conley, tu vois. Mais ce qui serait vraiment super, mais je pense que c'est même pas possible. Donc je suis assez pessimiste dans le sens où moi je vois comme je t'ai dit, premier tour, demi-finale de conf au mieux, un peu comme d'habitude, un peu le bis repetita, et malheureusement c'est vraiment quasiment plafond égal plancher, quoi. C'est-à-dire que la régulière sera sûrement bonne parce que quand t'as une bonne défense, ta régulière est bonne. Un peu année de transition entre guillemets, quoi. J'ai envie de dire. Ouais, mais transition vers quoi? Moi, c'est ça la grande question. Parce que est-ce que c'est entre deux projets avec Embiid ou est-ce que c'est ça. Et puis surtout, moi, j'ai du mal à voir. En fait, notre situation, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de nos tours de draft, tout ça, nous indique pas parce que Daryl Morey, apparemment, son plan secret, c'est de faire de la place dans le cap, mais il y a pas moult très très bons free agent prévus en 2024. Donc moi je suis très circonspect sur le futur de Philadelphie. Après c'est peut-être pour récupérer un Jordan Poole l'été prochain, il faut de la place, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Je serais très content de récupérer pour le coup. T'es dans le camp du bien, je me doute. Mais... j'ai des doutes, on s'est déjà disputé là-dessus, mais néanmoins récupérer Jordan Poole aujourd'hui à Philadelphie, ce serait inespéré. Non mais alors, vraie question, sans rire pour le coup, tu mets pas forcément Maxey comme point de bascule de cette saison en mode il peut devenir un go-to guy offensif à la place de Harden alors? J'aimerais, mais non, j'y crois pas. D'accord. J'aimerais te dire oui, mais j'essaie d'être raisonnable. Je ne pense pas que Tyrese Maxey va devenir un créateur. Je ne pense pas que Tyrese Maxey va devenir un très bon défenseur. Je pense que au mieux, Tyrese Maxey c'est un super scoreur. C'est-à-dire qu'il augmente son usage, il garde son efficacité. Ce qui ne changera pas tout le schmilblick de Philadelphie. Donc je pense que Maxey n'est pas le point de bascule. Je pense que le point de bascule c'est à quel point Nick Nurse est capable, parce que Nick Nurse, mine de rien, il a fait des petites choses par le passé, il a travaillé avec Daryl Morey à Houston il y a longtemps, il aime bien il a déjà fait des systèmes offensifs, mais il était le coach de l'équipe révolutionnaire de Dallas à l'époque, les Vipers. Exactement. Ouais, qui prenait que des 3 points. Ouais. Avec Troy Daniels d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Notre ami Troy Daniels. Donc il est capable. Oui. Mais si t'as pas le personnel, ça devient compliqué. On l'a déjà vu à Toronto que c'est compliqué. Donc j'ai eu très peu d'espoir. On rappelle que lui a choisi Philadelphie plutôt que Milwaukee, et qu'ensuite Milwaukee a fait le trade pour Lillard. Est-ce qu'il s'en mord les doigts ou pas? Je ne sais pas. Mais non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce constat, et du coup des ambitions un peu à relativiser pour Philadelphie cette année. Tiens, alors désolé, allons sur votre bourreau, sur Boston. Boston, nos amis les Boston Celtics. Quel est ton point de bascule pour nos amis en vert? Enfin, en vert clair pour l'instant. J'avais pensé là on est sur les très grosses équipes, donc c'est plus facile de trouver pas mal de points de bascule finalement. Oui. J'avais pensé déjà à la rotation intérieure, la santé de la rotation intérieure, parce que c'est ce qui m'inquiète le plus du côté de Boston, avec un Al Horford qui ne va pas rajeunir, avec un Porzingis qui sort d'une des saisons, de ses meilleures saisons depuis New York en fait, la plus complète en termes de match et celle où il a été le meilleur, mais néanmoins c'est un joueur fragile. Et puis derrière c'est Luke Cornett, donc t'as une rotation intérieure déjà qui est assez pas énorme on va dire, qui t'oblige à jouer d'une certaine manière. Ça, je pense qu'on en reparlera, mais je pense que ça dérange pas le coach, mais néanmoins ça t'oblige à jouer d'une certaine manière. Ouais. Et j'ai peur. Imaginons que Al Horford, le vrai déclin commence et que Porzingis ne soit pas en grande forme. Déjà que j'ai des doutes sur cette rotation intérieure. Si en plus elle n'est pas celle que l'on attend, elle peut être moins bonne encore ou moins présente.
Ça me paraît un peu un jeu dangereux qu'a joué les Celtics. Oui, je suis d'accord sur ce côté rotation. Mais un des points clés, un peu évident de la saison et un point de bascule, c'est Porzingis en fait, qui représente un énorme pari. Si le pari s'avère gagnant, bah oui, ça peut être cool, très très cool sur ce côté protecteur de panier qui en plus apporte du spacing et un peu de création secondaire, tertiaire parfois. Tu lui donnes la balle, il peut faire des trucs. Donc ça peut être très intéressant. Après, il y a aussi un côté où si le pari n'est pas payant, justement, qu'il est beaucoup blessé ou qu'il est pas aussi bon, oui, t'as quand même changé beaucoup l'effectif pour ça et donc voilà, vrai point de bascule pour moi Porzingis, mais j'en avais noté un autre qui était la créativité tactique, oui, en fait, du coach et de cette équipe. Moi, tu l'avais aussi? Oui, j'y avais pensé aussi. Mazzulla, moi j'étais plutôt surpris agréablement de au début de saison par ce qu'il proposait notamment au niveau offensif. Néanmoins, au niveau de sa créativité défensive justement, je pense que tu en as déjà parlé dans le podcast que vous aviez fait avec Azad justement après le trade de Giroux, je pense. En fait, Brad Stevens fait ce qu'il aurait aimé qu'on fasse pour lui finalement. C'est vraiment cette impression-là, c'est-à-dire lui donner ce dont il a besoin et ne pas l'embêter avec des choix à faire. Clairement, Grant Williams ou Robert Williams, c'était des joueurs beaucoup mieux utilisés par Udoka. Et Mazzulla n'arrivait pas à les utiliser. Parfois, les utilisait même pas pour Grant Williams en playoff. Et du coup, Brad Stevens a préféré lui donner les joueurs qui seraient utiles pour lui, avec des schémas défensifs qui sont moins intéressants. Disons que même Marcus Smart était plus intéressant, je trouve, sous Udoka, de par la variété de la défense que proposait Udoka. Et aujourd'hui, Brad Stevens essaie de faciliter le travail de Mazzulla en lui mettant des profils faciles, mais néanmoins il va avoir toujours un problème au niveau de justement de cette organisation offensive, puisque il va falloir jouer un jeu sans playmaker disons élite. Ton meilleur playmaker aujourd'hui, je pense que c'est Jason Tatum. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, Jrue Holiday peut-être, mais par le poste de meneur et encore, ouais. Je trouve que Jrue Holiday est un bon playmaker justement secondaire. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, tu n'as pas réellement de playmaker primaire, tu vois. Et il va falloir que Jason Tatum passe un step là-dessus. Moi, c'est un endroit où je l'attendais et je trouve que s'il y arrive, ça le ferait passer dans une autre dimension encore. Et du coup, ça serait positif. Mais je trouve que il manque beaucoup. En fait, je suis pas rassuré. Je trouve qu'on a perdu du côté de Boston, on a perdu en profondeur, on a perdu en polyvalence, et il y a un roster qui est très fort, qui est paré pour un run, on dirait. J'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est une équipe capable d'aller très loin sur cette saison, mais est-ce que tu construis vraiment quelque chose avec ça? J'en suis pas certain. Disons que t'as un peu sacrifié la profondeur pour un line-up principal, un noyau dur de 5-6 joueurs un peu différents en termes de profil. Et je dirais pas jusqu'à dire qu'il est nécessairement meilleur que l'an dernier, ce 5 de départ par exemple. Mais disons que si ça clique, effectivement, ça peut être sympa. Mais bon, t'auras quand même sacrifié ta profondeur pour ça. Donc il y a intérêt à ce que ça clique. Et sur ce côté aussi, tu vois, je pense que je parlais de créativité tactique. Je suis pas sûr qu'elle arrive parce que c'est aussi un coach assez jeune, donc on suppose de rien. Il a jamais montré, mais moi, mon problème, c'est qu'il a beaucoup insisté sur l'aspect spacing, Joe Mazzulla. Mais une fois qu'il l'a établi, ce spacing, il a rien trop fait là-dedans, en fait. C'était toujours, on fait une attaque comme si on avait James Harden ou LeBron James, quoi. C'est un peu ça qui me dérangeait. Et alors que justement, Tatum et Brown ne sont pas du tout des playmakers à qui tu peux juste donner le ballon dans un spacing et dire, vas-y, tu vas enchaîner les possessions, les driving kicks, et ça va faire une bonne attaque. Ils ont pas ces qualités-là. Donc je mets un peu en point de bascule le côté à quel point est-ce qu'on va pouvoir un peu varier l'attaque, justement. Avec Porzingis au poste bas, pourquoi pas pour organiser des trucs. Par exemple, tu le mets au poste bas et tu fais couper des joueurs poste haut avec des splits. Pourquoi pas Porzingis sur des systèmes un peu en 5-out aussi. Ça peut être intéressant, les fameux systèmes en delay, comme on dit. Donc du 5-out où il fait un peu de passe et ça tourne un peu autour de lui. Je sais pas ce qu'on peut faire aussi avec Jrue Holiday. Je sais pas si on peut faire aussi des écrans inversés avec du Tatum, avec des trucs comme ça. Voilà, je pense que c'est un peu le next step pour Mazzulla. Il a son idée qui est totalement respectable et même légitime, de dire il nous faut quand même du spacing un peu tout le temps, contrairement à Udoka qui avait plutôt un aspect défensif. Lui, il préfère le spacing
ok. D'ailleurs, c'est pour ça que Derek White était titulaire à la place de Rob Williams, même quand Rob Williams était là. Mais maintenant, il faut essayer de l'organiser un peu mieux, ce spacing, si je dois un peu le résumer. Si ça vous intéresse, effectivement, on a fait plein d'épisodes là-dessus, donc je veux pas non plus trop redévelopper. Mais pour moi, c'est un peu le point de bascule parce que voilà. Et après, c'est vrai que de l'autre côté, à quel point est-ce que la défense peut être bonne aussi, avec des schémas peut-être un peu différents, mais on retombe sur le cas Porzingis, en fait. Donc effectivement, point de bascule, Porzingis indirectement, quoi. Ouais, c'est vrai que Porzingis, ça va beaucoup jouer, justement. T'as parlé de quelque chose t'as parlé de Porzingis au poste bas, par exemple. C'est vrai que aussi, j'ai oublié d'en parler quand j'ai parlé de la rotation intérieure. Ce qui m'inquiète, c'est même au niveau offensif, qu'il y ait peu de joueurs qui soient des joueurs de raquette, j'ai envie de dire. Ouais. De la finition, tu veux dire. C'est ça. Et mine de rien, ça va enlever une certaine pression aux équipes adverses. Je pense à la perte, en fait, de Robert Williams, clairement, qui mine de rien, en plus d'être un excellent défenseur en aide, était aussi un vrai danger, notamment en lob et sur l'attaque du cercle, finalement. Et j'ai un peu peur du côté statique de cette attaque, que cette attaque soit un peu trop statique. Oui, je suis d'accord. Et au niveau de l'éventail, moi j'ai mis minimum deuxième tour, maximum finale NBA, finale / titre, du coup, parce que sur une série on sait jamais, mais je sais pas toi où t'étais au niveau du minimum, mais moi c'est la première équipe de l'Est qu'on a fait pour l'instant où je dis minimum quand même le deuxième tour. C'est ce que j'ai mis aussi. Mais s'il rencontre le Heat au premier tour, peut-être c'est vrai. il y a toujours ce truc-là, ouais, effectivement. Mais sinon, effectivement. Oui, j'ai le même que toi, deuxième tour. Mais par contre, finale NBA, je le mets. Ça va dépendre de la dernière équipe dont on n'a pas parlé, quoi. Parce que ça dépend plus des Bucks que des Celtics. Pour moi, les Bucks, on va en parler, donc je vais pas en parler. Oh, Amine, tu viens de gâcher la fin du podcast. T'as spoilé la dernière équipe qui manquait. Personne se doutait que c'était donc les Milwaukee Bucks. Pour moi, les Celtics ne vont pas en finale NBA si les Bucks, si tout va bien aux Bucks. Je suis d'accord. Et donc on peut enchaîner avec les Bucks. Malgré ton spoil, personne s'y attendait. Mais donc les Milwaukee Bucks, on y va, Amine. Quel est ton point de bascule pour les Milwaukee Bucks qui ont fait le trade de Damian Lillard? Alors là aussi, j'en ai plusieurs, mais il y en a un que j'ai choisi en priorité. Je pense à la santé de Brook Lopez. Ah. Parce que je pense qu'il sort d'une saison fantastique, Brook Lopez, où il a été très présent, il n'a pas eu de problème de blessure, mais il est très âgé. La saison d'avant, il avait été beaucoup blessé. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la reconstruction un peu du roster, avec un peu moins de défense de premier rideau, les Bucks vont rester une très bonne défense avec une rotation intérieure, Giannis, Brook Lopez et Bobby Portis, sachant que j'imagine que Jake Crowder va s'intégrer aussi un petit peu là-dedans, puisque ça avait l'air plus d'être un problème avec Mike Budenholzer que avec les Bucks en particulier, et qu'il est resté, donc j'imagine qu'il y aura aussi un peu du Crowder au poste 4. Mais je pense que les Bucks vont avoir besoin d'un Brook Lopez qui joue beaucoup, qui soit là en playoff, et pour qui soit en bonne santé. Parce que sinon ça devient tout de suite compliqué, en fait. J'ai du mal à... Je pense que par séquence, les Bucks vont pouvoir jouer des 5-out avec Giannis au poste 5, mais que ça sera pas tout le temps ça pour garder vraiment une défense de qualité. Et je pense que si Brook Lopez se blesse, ça commence à être compliqué derrière. C'est soit justement du Portis qu'on fait jouer au poste 5, soit son frère Robin Lopez qui est revenu. Ouais. Donc il va falloir qu'il soit en bonne santé. C'est un des rares points de bascule que j'ai, c'est-à-dire que c'est un point de bascule qui ferait descendre un petit peu les chances de Milwaukee d'être champion. Néanmoins, c'est une équipe qui a ajouté Damian Lillard. L'autre point de bascule, c'est qui va occuper le poste 2. J'entends beaucoup dire que ça pourrait être Malik Beasley. Moi, j'imagine un peu plus, en tout cas, un poste 2-3 avec Pat Connaughton et Chris Middleton. Ça me paraîtrait plus complémentaire. En tout cas, si Malik Beasley est toujours un défenseur très médiocre comme il a été l'année dernière et ne redevient pas le défenseur correct qu'il a été en début de carrière. Oui. Mais pourquoi pas Malik Beasley qui revient à un bon niveau. Mais en tout cas, du coup, j'ai cette petite interrogation. Mine de rien, la perte de Grayson Allen, c'est une vraie perte pour Milwaukee. Je relis forcément quand tu mets Damian Lillard, disons que tu passes à perte tes profits et t'es content. Mais mine de rien, ils ont perdu Grayson Allen et c'est un starter qui a été perdu par Milwaukee. C'est pas très grave. Je trouve que Pat Connaughton est un joueur capable d'occuper ce rôle.
ou même à Chris Middleton en poste 2 justement, mais c'est une petite interrogation, un petit point de bascule. Oui, je suis d'accord, surtout pour la défense. On a vu que en 2022, du coup, sans Brook Lopez, la défense était dans la moyenne de NBA, à peine. Alors qu'avant et après, quand il y a Brook Lopez, ça libère quand même pas mal de choses dans les schémas pour que Giannis brille d'autant plus. Mais effectivement, sans Brook Lopez, on est 15e meilleure défense de NBA. Avec Brook Lopez, on est dans le top 2. donc voilà, ça change quand même beaucoup de choses. Moi, l'autre point que j'avais aussi, c'est finalement le point de bascule. À quel point est-ce que le différentiel remplacé Jrue Holiday par Lillard va être positif ou pas? Enfin, à quel point il va être positif, pardon. Parce que je sais qu'il va être positif, mais toute la question, c'est à quel point est-ce que tu gagnes au change entre et attaque et défense par rapport à Jrue Holiday qui était plus typé défense, évidemment. Mais du coup, indirectement, c'est un peu lié à l'attaque, évidemment. À quel point est-ce que le fait d'avoir Lillard peut t'élever ton attaque et ta force de frappe, en fait, parce que Ouais. si il est utilisé pas mal, mais ça fait pas non plus décoller le niveau offensif, on sera un peu plus sur un échange intéressant, mais pas non plus exceptionnel. Si par contre on a un Lillard qui est utilisé de manière très créative, qui peut débloquer énormément de choses en termes de notamment Giannis Antetokounmpo, plus en finisseur, plus en relayeur d'action, en connecteur, ce genre de choses. Oui, là, ça peut. Le potentiel sur le papier, en tout cas, c'est surtout ça que je veux dire, c'est que le potentiel sur le papier de l'association et de l'utilisation de Lillard peut être exceptionnel. Après, j'attends de voir est-ce que ça va l'être, parce qu'on a aussi affaire à un coach rookie, donc je veux pas non plus présupposer. À voir aussi à quel point la défense peut ou pas baisser quand tu enlèves Jrue Holiday et que tu le remplaces par Damian Lillard. Encore une fois, moi je pense qu'au global, c'est vachement intéressant et je refais le trade tous les jours. Mais voilà, faudra aussi peut-être mesurer à quel point est-ce qu'on surestime ou est-ce qu'on sous-estime cette perte défensive ou pas. Et puis, par extension aussi, les schémas défensifs, en fait. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais tu parlais de Brook Lopez, c'est pas dit non plus que Milwaukee soit tout le temps, comme avant, en drop défensif avec le même schéma de Bud, en fait. Oui, c'est clair. Et tu vois, ça, en fait, mon choix qui s'est porté sur Brook Lopez, c'est en partie parce que Lillard est arrivé. Disons que tu perds un premier rideau de très haut niveau en perdant Jrue Holiday. Donc, tu as intérêt à ce que ta défense intérieure et donc ton axe Brook Lopez-Giannis soit en bonne santé pour garder une bonne défense, justement. Ouais. C'est encore plus que ça ne l'était avant, parce que tu vas avoir un premier rideau qui va être forcément un peu moins fort. Surtout que tu as perdu en plus Grayson Allen qui était un bon défenseur. Donc et puis comme tu as dit, on sait pas. Moi j'imagine donc c'est Adrian Griffin le nouveau coach, j'imagine quand même qu'il va se reposer un peu sur ces schémas en drop, surtout que en fait avec Lopez, avec Giannis, t'as quelque chose qui fonctionne vraiment très 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 bien. J'ai du mal à le voir changer ça totalement. J'imagine que par séquence il changera ça, il tentera peut-être des schémas différents, mais j'imagine qu'il gardera quand même ça en priorité. Mais effectivement, moi j'ai très peu de doutes sur le fait de ce que va apporter. J'ai l'impression que c'est un duo parfait en fait, Lillard-Giannis. C'est pour ça que je pense qu'on cherche des petites bêtes un petit peu pour ces Bucks, parce que moi mon éventail par exemple c'est finale de conf à champion NBA, et finale de conf c'est presque saison échec, quoi. Ah oula, attention, échec. Non, pas échec, mais oui, Giannis va me... Surtout à Milwaukee, on ne peut pas dire échec. Attention. À moins que t'aies une prolongation t'aies une augmentation de salaire, mais... non, mais je vois ce que tu dis. Mais du coup, tu les mets quand même nettement au-dessus de Boston, alors si j'ai compris. Moi, je pense que ce duo me fait très peur. Après, tu as raison. D'accord. Pour l'instant, on est sur de la théorie ou on n'a pas encore vu ce que ça va donner, mais j'ai du mal à voir comment ça pourrait pas marcher. C'est-à-dire que Giannis a trouvé le joueur qui va lui faire beaucoup de bien. Après, il faut qu'Giannis l'accepte, mais en tout cas, ça va lui faire vraiment beaucoup de bien à son jeu. C'est ça. Il y a aussi un côté où moi, j'aimerais bien que... On a vu qu'il était pas du tout efficace cette année, notamment parce qu'il a un peu forcé sur les pull-ups à mi-distance et ce genre de choses. Ce serait bien qu'on retrouve le Giannis ultra efficace, historiquement efficace de avant 2023. Peut-être un peu plus d'ailleurs dans un rôle de finisseur à côté de Lillard. À voir aussi comment, peut-être point sous-estimé ou pas, je ne sais pas, mais qui est-ce que tu mets autour de ces joueurs? À quel point est-ce que tu peux avoir une attaque dynamique avec justement Brook Lopez qui doit attendre dans le corner, ou alors qui doit attendre sur l'aile? Est-ce que tu peux avoir assez de connecteurs pour tirer profit et amplifier les décalages que vont créer ce pick and roll Lillard Giannis? Donc
y a des aspects comme ça, toujours les fameux vases communicants, parce que en plus, si tu veux un peu plus de dynamisme, mais que du coup tu retiens un peu Brook Lopez, à quel point tu vas le payer en défense, il y a plein de choses un peu théoriquement un peu compliquées, mais je suis d'accord que la force de frappe de cette équipe devrait être quand même extrêmement forte. Et j'ai le même éventail que toi. Enfin, moi j'avais noté deuxième tour, finale NBA, mais c'est vrai que sur la théorie, si tu me demandes de choisir entre Boston et Milwaukee, c'est vrai que je penche plutôt sur le cas de Milwaukee, d'autant que on n'a pas trop parlé parce qu'il était déjà là l'an dernier mais pas utilisé, mais moi j'aime bien Jack Rhodes, qui peut apporter une flexibilité de line-up intéressante, donc pas mal de possibilités. Il y a toujours le côté coach rookie à voir, mais il y a quand même de très belles choses à faire, quoi. Oui, et puis il y a aussi on n'est pas à l'abri peut-être d'une bonne surprise avec Chris Middleton qui retrouve peut-être des cannes, peut-être pas aussi, mais même s'il retrouve pas des cannes, je les trouve trop forts. Donc imaginons que Middleton revienne à un niveau supérieur que celui auquel il a été l'année dernière, bah ça serait encore pire, j'ai envie de dire. Est-ce que tu te laisserais tenter par un échange Chris Middleton Tobias Harris ou pas? Si t'es les Sixers. Je préfère Middleton, hein, mais là tout de suite, je sais pas quel Chris Middleton tu as aujourd'hui, et est-ce que celui qu'on a vu l'année dernière c'est pas la version qu'on va avoir jusqu'à la fin de sa carrière, quoi. C'est-à-dire que le Chris Middleton d'il y a 2 ans, je le prends tout de suite en échange. Ouais. Ou alors mieux, est-ce que dans l'échange de James Harden, tu l'enverrais pas à Milwaukee juste pour le fun? Ce serait quand même plus fun qu'aux Clippers, non? Rien que pour le côté TV-réalité. Ah mais moi, James Harden, je l'envoie où il veut, hein, de toute manière. Ah oui, le divorce est consommé, comme on dit. Ah mais moi, j'ai rien contre Harden, je précise quand même. C'est juste que, à un moment donné, si c'est pas réparable, tu peux pas réparer. Tout simplement. Oui, effectivement. Donc on a à peu près tous les deux, on est à peu près d'accord pour avoir tout de même Milwaukee en tête de la conférence Est, plus ou moins, et avec Boston pas loin. Mais tu vois, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, du coup, toi et moi, on a que Boston et Milwaukee qu'on a projeté en potentiel maximum en finale NBA. Alors peut-être Miami aussi. Miami qui reste toujours la wildcard habituelle. C'est ça. Je l'ai pas projeté en finale NBA. Ah non, toi non, pardon, excuse-moi. Moi, en tout cas, je l'ai pas projeté. Je me suis dit, je pense que aujourd'hui, même incroyable Miami tombe contre des bons Bucks ou des bons Celtics, ça passera pas cette année. Donc, si en juin prochain, les finales ne se jouent pas avec quelqu'un de l'Est en vert, a priori, on sera surpris alors. Ce sera étonnant. On peut le dire comme ça. Je pense. Ok, ben on a fait le tour. Mais en tout cas, merci beaucoup Amine d'être repassé sur le Basket Lab. Tu fais le tour de tous nos formats. T'as fait les stats de la saison, t'as fait la syllabe. Aujourd'hui, tu fais les previews. Merci beaucoup Amine d'être passé. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que le format de ces previews vous plaît également. Comme je dis aussi avec Amine, hein, c'est tout autant un marronnier de trouver le bon format de preview que de faire des previews en elles-mêmes. Et voilà, comme dit, moi plutôt qu'essayer de deviner le truc qui va se passer, qui est un peu trop Madame Irma à mon goût, moi je préfère essayer de décrire, de faire un état des lieux et de dire il peut se passer ça mais il peut aussi se passer ça. Donc c'est ce qu'on a un peu essayé de faire aujourd'hui avec Amine. Vous pouvez venir en discuter si ça vous plaît, bien sûr. Twitter, commentaire YouTube, le Discord, évidemment, tous les liens sont dans la description. Et donc, très simplement, la prochaine fois, même format, point de bascule plus éventail de possibilités, dans le champ du raisonnable, bien sûr. Et donc la prochaine fois, conférence Ouest. Rendez-vous la prochaine fois pour parler de l'Ouest. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Amine d'être passé sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.